Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ryan, bienvenue dans ce nouveau podcast, le RNT Ciné, épisode 29. C'est le mec qui dit des faux chiffres. Ouais. Euh, Même pas un peu marrant d'ailleurs, la blague. Je suis malheureusement accompagné de Théo, d'où le nom de la chaîne. Salut à tous les amis, c'est Théo. C'est pas naturel. Ouais, je cherchais un truc, j'ai pas trouvé donc. J'ai dit le premier truc qui m'est venu. Non, mais plus jamais. Donc, ce qui est cool en tout cas avec cet épisode, c'est qu'on n'est pas en retard, puisqu'on va revenir sur Ouais, ce qu'on a vu au mois de mai 2022. Tu commences? ok. Alors j'ai vu Top Gun Maverick, moi, en Et alors 2022, c'était je m'en top? souviens. C'était top? Oui, oui, c'était C'était pas top? mal. Oui, non mais j'ai compris Ah la pardon. blague, hein. Non, Et bon, toi, t'as vu quoi en mai 2022? ça te regarde pas. Donc, Ok. on va revenir sur, sur 10 films ou séries qu'on a vus ce mois-ci. Mai 2024, hein, d'où la petite blague, vous nous permettez, hein, puisqu'on est quand même hyper marrant. Oui. On avait eu un commentaire, vous êtes pas drôle. Donc, Ah, euh, c'est con. mai 2024, qu'est-ce qu'on a vu? 10 films ou séries. Il y a des films de 2024, des séries de 2024, pas que, vous allez voir, on a un petit Il y a peu. de tout, il y a à boire et à manger, comme on dit. C'est un peu un gloubi-boulga, si tu me permets. Non mais en plus, même la phrase est pas bonne, hein. Pardon. Donc, on est parti, on perd pas de temps, on perd pas le nord, on perd palmade. C'est parti. C'est moi qui commence, c'est ça? Oui, oui. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, hein, parce que vous êtes énormément à nous regarder sur la chaîne. Ouais. D'ailleurs, on annonce qu'on va ouvrir notre resto de Smash Burger. Oui. Alors, dans la région Charente-Maritime, mais après, on tend à s'étendre justement aux quatre coins de la France. J'ai Donc goûté voilà, celui on fait un d'Amixem, burger. là. J'ai goûté celui On, on- d'Amixem, c'est on genre. fait un. Attends, ne me coupe pas, par contre. On fait un burger à 110 euros, si vous voulez. Oui, voilà. Et On- alors, c'est un burger classique. C'est comme un classique burger. Mais dedans, il y a des petites feuilles en or qui coûtent 2 euros, quoi. Mais sinon, c'est un classique burger. Celui d'Amixem, gros, c'est une douille. Genre, c'est un burger. Tu vois, le burger est bon, tu vois. Ouais. Mais le prix, je crois que c'était 15 balles. Faut aller se faire enculer. Ouais. Tu penses que ça intéresse les internautes, là? Ah non, pardon. On est parti. Je commence avec un film de 2024. Alors, je vous rappelle, on est dans un ordre. Comment on dit? Décroissant. Et des pains au chocolat aussi. Oui, et moi, je préfère les pains en raisin, mais après, c'est pas une compétition. J'en ai déjà marre. Euh, Donc, du film ou de la série qu'on a le moins ouais. apprécié au mois de mai à celui qu'on a le plus apprécié. Je vous rappelle, hein, je disais, vous pouvez vous abonner. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, comme Deezer, comme Prime Music, comme Apple Podcast ou comme. Spotify. J'ai déjà dit. Et évidemment, sur YouTube. Bref, on est parti. Je commence avec un film de 2024 qui n'est pas Ah, la bonne sorti, heure. qui n'est pas sorti au cinéma en France. Self-Reliance. Alors, c'est une comédie qui me hypait un peu, uniquement pour une raison. Il y a l'un des hommes qui me fait le plus rire au monde qui jouait dans le film, qui est Andy Samberg, et qui jouait son propre rôle. Dans ce film qui dure 1h20, un homme découvre qu'il a beaucoup de raisons de vivre lorsqu'on lui propose de participer à une émission de télé-réalité de vie ou de mort. Donc c'est réalisé par Jake Johnson, qui a aussi le rôle principal du film. Et Andy Samberg, lui, joue son propre rôle, il joue le présentateur de l'émission, mais qu'on va voir vraiment à 5 minutes, 10 minutes dans le film. Ah, Donc ok. finalement, bon, j'ai regardé pour Andy Samberg, mais il est quasiment pas là. Euh, le concept est plutôt bon, on est dans un espèce de Truman Show, c'est-à-dire qu'en gros, il y a cet homme qui, on va lui dire, tu te fais poursuivre par des gens, et si tu réussis à survivre, tu gagnes je ne sais quelle somme. Donc bon, Non, mais c'est Squid Game ou.
Donc le concept peut être intéressant, mais finalement le film est pas très drôle. J'ai dû rire à une ou deux reprises. Il y a quelques bonnes idées, mais pareil, je trouve que c'est pas très développé. Faut savoir que l'acteur principal c'est Jake Johnson, c'est réalisé par Jake Johnson, mais aussi écrit par Jake Johnson. Et je connaissais pas du tout ce monsieur, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, en l'occurrence. Mais alors c'est un comédien de doublage apparemment, il a doublé sur... Ah ouais d'accord, il a carrément doublé Peter Parker dans les deux Spider-Man, Across the Spider-Verse et New Generation. Donc bon, je vois que... Mais après je sais pas humoristiquement ce qu'il a fait quoi, concrètement. Euh, donc c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un très bon film, ça dure 1h20, ça se regarde, mais c'est pas très intéressant. Voilà, le concept est bon, mais ça part un peu trop dans tous les sens, c'est pas très drôle. C'est pas drôle non plus, mais à aucun moment j'ai spécialement ri. J'ai souri à deux ou trois reprises, mais ça s'arrête là. Donc Self-Reliance, que j'attendais beaucoup, euh, finalement pas d'intérêt, et même pour les fans d'Andy Samberg, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il a 5 minutes de temps d'antenne. Donc bon, déception, Self-Reliance, que je ne recommande pas spécialement. Ok. Quelle est ta 10e place? Moi, alors, le Théo, hein, c'est titre ne ça re- que tu t'appelles Théo? Ouais, bah après, on se connaît depuis vraiment 5 6 ans, quoi. Donc, je D'accord, ok. pense qu'on a dépassé le stade de connaître le prénom de chacun. Euh, oui, le titre ne reflète pas la qualité réelle de la série dont je vais parler, qui est sortie sur Netflix le mois dernier. La série nommée Fiasco, réalisée et produite par Igor Gottesman et également produite et écrite par Pierre Ninet. Un casting donc avec Pierre Ninet dans le rôle principal. On a aussi Pascal Demolon, que j'ai pas vu dans énormément de choses. Je crois que c'est un acteur surtout de comédie, mais qui avait joué dans Five, notamment d'Igor Gottesman. Et c'est Euh, c'est le frère de Pascal de Pastèque. oui, c'est vrai. J'avais entendu cette anecdote, je savais pas si c'était vrai, mais voilà. Bref. François Civil également, Géraldine Nakache, pour ne citer que. C'est une série. En vrai, moi j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. Mais moi, je suis pas le plus grand fan des comédies de manière générale dans le cinéma, donc c'est pour ça que là, parmi tout ce dont je vais parler aujourd'hui, je crois que Fiasco, c'est la seule comédie. Ah non, il y en a deux. Mais donc voilà, Fiasco, c'est marrant. Le premier épisode est un peu... Il joue clairement la carte de la gêne, et sauf que sur le premier épisode, ça marche moyen, c'est vraiment gênant pour le coup. Et par contre, à partir du deuxième, je pense, je sais plus combien il y a d'épisodes, je crois 7 ou 47. 8. Ah ouais, ça me paraît beaucoup, mais ça monte en puissance et après, vers la fin, ça se fatigue et le dernier épisode est très moyen, très oubliable. Donc il y a vraiment des moments très très drôles, mais c'est très inégal. Si vous voulez passer un bon moment devant Netflix, voilà, c'est drôle. Mais si vous le voyez pas, ça va pas changer votre vie non plus. Donc, je recommande si vous aimez toute cette bande-là, Pierre Ninet, François Civil, Igor Gottesman en réalisateur, qui avait fait notamment Family Business, si je ne m'abuse. Oui. Euh, donc voilà, c'est dans cette trempe-là. J'ai rien d'exceptionnel. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 10e position de mon classement. Moi j'ai vu aussi, j'ai bien aimé, c'est dans la même veine que Family Business, même si Family Business... en fait, ce qui est fort avec Igor Gottesman, c'est qu'il a cet humour-là, un peu décalé et tout, et donc moi j'aime. Et en plus de ça, il va aussi s'adapter à l'humour de la bande. Sur Family Business, Mm. c'était l'humour de Joko. Et autant sur la première saison de Family Business, c'est une bonne série, mais pas hilarante. Et plus les saisons avancent, plus ça va se développer, plus il y a un... Et je pense aussi que les mecs ont appris à se connaître. Je crois qu'il y a 3 saisons de Family Business, voire 4. Donc les mecs ont appris à se connaître et on sent que plus les saisons avancent, plus ils se lâchent sur leur humour et ils se laissent faire des choses qu'ils aiment faire. Là sur Fiasco, Igor Gottesman, ils ont déjà travaillé donc, avec Pierre Ninet, François Civil, pour ne citer que sur Five, donc ils se connaissent très bien au niveau de leur humour, etc. Et là c'est l'humour vraiment de Pierre Ninet et de François Civil. Et puis ils sont amis dans la vraie vie en plus. Ouais. Ouais, après attention, parce que Pierre Ninet, apparemment, il a baisé la sœur de François Civil, j'avais vu. Non, mais ça, par contre, je pense que c'est vraiment une info que tu sors Non, 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 sans non, non, aucune non, preuve. non, 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 figure-toi que je connais
la sœur du frère de la tante de son cousin. Je sais pas où tu vas là. Non. Non, mais moi j'ai beaucoup ri devant la série, même si il y a des moments. Je crois que je l'ai bouffé en un jour la série. Par contre, c'est vraiment une série qui se regarde Ouais, très ouais. vite. Les épisodes sont courts et ils réussissent toujours à créer un petit cliffhanger qui te donne envie de regarder le prochain. Mm. Mention spéciale pour le personnage de François Civil que je trouve génial. Et non, c'est une série que j'ai trouvé très drôle, qui a fait ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et j'ai bien aimé la fin, que j'ai trouvé assez originale et Ouais, d'accord. qui donne comment dire, une ouverture sur la saison 2. Je pense qu'il y aura une saison 2. Donc non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça fait complètement son taf. Voilà, pas rien d'exceptionnel, effectivement, mais j'ai hâte de voir. J'ai une préférence pour Family Business parce que Family Business réussissait à mettre du drame. Là où Fiasco, Ouais. on est vraiment que sur de l'humour. Après, avec la fin de Fiasco, il y a un peu de drame, on verra sur la saison 2. Mais Family Business avait vraiment cette double casquette que je trouvais très forte. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une excellente série. La Fiasco est vraiment une bonne série, mais j'ai hâte de voir une possible saison 2 en tout cas. Mais Euh, c'est sûr que, je sais pas, moi je trouve que ça fait pas trop fin ouverte quoi. Ah ouais. Pour moi c'est. Ouais, je sais pas. Je sais pas, moi je trouve la fin, ouais, je me suis dit, je pense qu'ils vont continuer. On verra, mais je pense pas que ça a été un succès énorme non plus, mais je pense pas que ce soit une série qui coûte extrêmement cher pour le coup. Ouais. Donc ouais, non, on verra. Mais c'est vrai que c'est pas clair comme de l'eau de roche, si je puis me permettre. Mais ouais, moi je me suis dit, il y aura une saison 2, en tout cas on verra. Et je voulais dire quelque chose d'autre, mais je ne sais plus. De toute façon, je pense pas que c'était très intéressant. Ouais, Euh, comme tu peux te dire, voilà. finalement. C'est... Donc, passons à ma neuvième position, qui est une série de Netflix également, qui est sortie au mois de mai, pardon. The Eight Show. Alors, tu parlais de Squid Game, justement, et on est sur une série coréenne avec un concept plus que similaire que celui de Squid Game. Donc là, on est sur une mini-série, ou peut-être pas en fait. 8 candidats en difficulté financière participent à Money Game, un concours de télé-réalité mettant en jeu 44,8 milliards d'euros. Donc en gros, c'est Squid Game, sauf que c'est nul. C'est vraiment pas une bonne série. Euh, on voit qu'il y a eu le succès Squid Game et on va reprendre énormément d'éléments de Squid Game. Déjà que Squid Game est une bonne série, mais bon, qui a quand même énormément de défauts. Là, le concept même de The Eight Show, à la base, le concept de la télé-réalité est bon, pardon. Mais derrière, ça part complètement en couille. Euh, on tombe dans les clichés de ce qui m'énerve aussi avec le cinéma que fait Netflix, et particulièrement le cinéma coréen que fait Netflix, où à chaque fois, tu as l'impression qu'ils doivent t'expliquer ce qui se passe, alors qu'on le voit, en fait, on comprend. Et, euh, et en fait, on perd toute la subtilité qu'ils essayent de mettre en place parce que soit on nous l'explique, soit on nous remontre le flashback d'un épisode qui date il y a 10 minutes. Enfin, on nous prend pour des cons, quoi. C'est une série pour abrutis. Excusez-moi, et puis c'est nul à chier. Enfin, il n'y a rien qui tient la route. Tout est Mais attends, complètement. t'es beaucoup plus virulent pour le neuvième que pour le dixième, là. Oui, c'est vrai, mais le dixième, c'est une comédie, c'est un peu différent. Là, on nous vend un truc un peu comme Squid Game, mais bon, Squid Game réussit beaucoup de choses dans sa série, même s'il y a beaucoup de personnages extrêmement caricaturaux. Là, on va également avoir des personnages caricaturaux, mais ça n'apporte rien, c'est de la merde. Enfin, vraiment, c'est pas une bonne série. Il y a, je trouve, les deux premiers. Enfin, surtout au début, j'étais emballé sur le premier épisode, notamment dans la réalisation que je trouvais intéressante, la photographie et le mystère autour de ce jeu que je trouvais vraiment intéressant, mais après ça part complètement en couille. Il n'y a rien qui tient la route, on ne croit pas une seule seconde dans ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment une série pour attarder. Euh, une série pour ados prépubères à la limite. Ou alors, si vous avez 30 ans et que vous aimez ça, ben, je sais pas, mais. Enfin, là, vraiment, je Posez-vous vous. les bonnes questions. Ah non, mais là, vraiment, il y a du jugement et généralement j'essaye de pas juger trop non plus sur les goûts cinématographiques, mais il y a des limites là. Enfin, c'est vraiment de la merde, hein. Mais bon, il y a les deux premiers épisodes où tu te dis pourquoi pas. Mais ça empire, et puis à la fin, mais
il n'y a pas un seul truc crédible dans les 2 derniers épisodes, hein. Pas un seul D'accord. truc où tu te dis c'est possible, un peu complètement con de A à Z. Donc dommage, parce que franchement il y avait une belle promesse. Le premier épisode m'a vraiment agrippé. Mais non, c'est un sous-Squid Game. Déjà que Squid Game n'est pas une série grandiose, c'est une très bonne série, mais voilà, rien d'exceptionnel. Mais là, on est sur un sous-Squid Game. Enfin, c'est. Et imagine Macron, il arrive, il dit The Hate Show, il part. C'est par rapport au tweet. Bon, faut parler Théo, parce que là, c'est à toi en plus. Donc, je sais que t'es peut-être Hum. t'es en train de pleurer de rire là, je pense. Non, je rigole parce que c'est d'une nullité, mais ça me fait rire. Bref. Allez, sa 9ème place. Alors, moi je vais parler d'un film de Ken Loach qui se nomme Le vent se lève, sorti en 2006 avec un casting irlandais, avec notamment Cillian, comme vous voulez, Murphy. Pedro Padraig, Murphy, on peut ou pas? bah non, c'est pas son prénom. Ok, pardon. Là en fait c'était en fonction de la prononciation du prénom, après la Ah, ok. Pedro c'est vraiment autre chose, quoi. Padraig, de l'année pour le second rôle. Liam Cunningham, qu'on a notamment vu dans Game of Thrones, et après, c'est un casting d'acteurs peu connus. Euh, alors, l'Irlande, 1920, des paysans s'unissent pour former une armée de volontaires contre les redoutables Black and Tans, troupes anglaises, pardon, envoyées par bateau entier pour mater les velléités d'indépendance du peuple irlandais. Par sens du devoir et amour de son pays, Damien abandonne sa jeune carrière de médecin et rejoint son frère Teddy dans le dangereux combat pour la liberté. Ils ont notamment été nominés pour la Palme d'Or. Je crois qu'il n'y a pas eu d'Oscar, là je vois juste vite fait, hein, mais il y a eu peut-être des nominations à l'Oscar pour des prix mineurs, mais, euh, mais là je vois pas. Bref, c'est un film qui est vraiment sympa. Moi, il y a un Je truc qui peux me m'a... permettre de te couper, il a eu la palme d'or. Mais. Ok. Il y a un truc qui m'a dérangé, mais dès le début, c'est donc Cillian Murphy qui joue Damien, comme c'est dit là dans le petit pitch. Damien abandonne sa jeune carrière de médecin et rejoint son frère donc pour mener une sorte de guérilla. Et sauf qu'il abandonne vraiment très très facilement quoi. Et c'est tellement pas réaliste. Enfin, je veux pas spoiler, mais en gros il y a un truc qui se passe dès le début où la famille de Damien est victime de ces policiers, etc. Des Black and Tans. Et, Les euh, Black and et donc Peas. là, il y a le frère de Damien, donc Teddy, qui essaye de le convaincre de le rejoindre pour la vengeance, etc. Et vraiment, Damien, mais pendant 5 minutes, il y a un dialogue, quoi, où il dit non, je bougerai pas d'un iota. Et, à pas confondre avec Ray Liotta, le regretté Ou champion sport. Diego Yacht. Et la scène d'après, il y a Damien qui est témoin pareil, des Black and Tans qui font vivre un enfer à une autre famille. Et là, Damien dirait qu'il se dit, bon, allez, je rejoins mon frère. Alors que juste avant, il a vécu un truc encore pire qui touche sa famille. Et là, il disait, je bouge pas, machin. Et dans le film, c'est vraiment 2 minutes plus tard. Le mec, il dit, allez, je rejoins la guérilla. Et c'est le mec le plus motivé de tout le groupe. Et ça m'a sorti du truc, parce que je me suis dit, mais le mec, il est bipolaire, en fait. Et donc ça, voilà, c'est juste un petit truc du début qui m'a un peu dérangé. Ensuite, le film est, ben, comme pour Fiasco, bon, pas du tout pour les mêmes raisons, mais assez irrégulier. C'est un film dramatique. La fin est géniale. Euh, En fait, il y a un moment du film où il y a quelque chose qui se passe par rapport aux deux frères. Et à partir de ce moment-là, ça devient vraiment intéressant. Il y a un vrai poids de chaque décision, du poids politique même. Et, euh, et après, toute la fin est vraiment très très bien. Donc on va dire que c'est à peu près la dernière demi-heure qui est vraiment cool sur 2h10 de film. Mais après toute la première heure, il y a des scènes cool, mais c'est l'inverse de la fin en fait. On sent pas vraiment le poids. Ils essayent de se venger de tout ça, mais c'est pas, on ressent pas les relations sont pas hyper bien travaillées entre les deux frères notamment.
T'as l'impression qu'ils sont un peu deux inconnus l'un pour l'autre. En fait, tous les défauts du film pendant 1 heure et demie deviennent les qualités du film sur la dernière demi-heure. Donc voilà, c'est un film qui est quand même réussi euh, sur la politique irlandaise de cette époque et la guerre civile. Et les acteurs sont très bons, donc Cillian Murphy et Padraig Delaney, je ne sais pas comment on dit. Thomas Euh, Delaney. non, ça c'est autre chose. Mais voilà, ils sont vraiment cool. C'est un film sympa. Bon, sympa en termes de qualité, parce que évidemment, sur les enjeux, c'est bien plus dramatique. Mais je conseille, si vous aimez ce genre de film, ça fait clairement l'affaire. De toute façon, Ken Loach, on est souvent sous les mêmes, enfin, sur les mêmes genres de films. Moi qui ai travaillé sur 3 films de Loach, c'est souvent des drames sociaux et tout. Il y a tout le Hmm. temps un ultra réalisme troublant. Donc moi je l'ai pas vu celui-ci, mais il faut que je le Ouais, voie bah, parce que... c'est ça, hein. C'est c'est ce que tu viens de dire. T'as dit quoi? C'est ce que tu viens de décrire, hein, c'est exactement le film. Mais oui, Ken Loach est connu pour faire quasi que des films comme ça, quoi. Toute sa filmographie est un peu basée là-dessus, quoi. Hmm. Même si des films d'époque, je pense pas qu'il en ait fait tant que ça. Généralement, c'est dans le temps présent. Donc ouais. Après 1920, enfin, c'est quand même 100 ans, mais c'est pas. T'étais où toi en 1920? Non, mais Voilà, j'étais donc pas né, mais je veux dire, non, mais à l'échelle du monde, c'était pas, tu vois, c'est pas un film sur Jésus-Christ. Parce que j'ai vu La Passion du Christ hier soir. J'en parlerai dans le podcast le mois prochain. Petit teasing, restez connectés. personne s'en rappellera. C'est vrai. Alors, ma 8e position, tu vas parler d'un Dupieux tout à l'heure qui est sorti en mai, le dernier film de Quentin Dupieux. Et donc, moi, il m'en manque un à voir qui est Rubber. Et donc, au mois de mai, j'en ai regardé un autre. L'un de ceux qui me manquait, c'était Wrong Cops. Alors, Wrong Cops, c'est. En fait, Dupieux a fait 3 films aux États-Unis dans la même période. Donc, je viens de le citer, Rubber, Wrong et Wrong Cops. Wrong et Wrong Cops n'ont rien à voir si ce n'est la présence d'Éric Judor dans un film, dans 3 films réalisés par Dupieux, donc des films français mais aux États-Unis et donc qui sont en anglais. D'accord. Et donc Wrong Cops, comment vous décrire ce film? J'ai beaucoup aimé. Dupieux, c'est vraiment tout ou rien avec moi, et ce qui est très intéressant avec la filmographie de Quentin Dupieux, c'est que tu vas demander à je ne sais combien de fans de Quentin Dupieux, je sais pas, tu demandes à 10 fans de Dupieux leur top 5 des films préférés de ce réal, ils vont t'en citer 5 différents à chaque fois, ou alors le classement Ouais. sera différent à chaque fois. Et Wrong Cop, c'est celui sur lequel j'avais le moins de retours positifs, et moi, je dirais pas que c'est l'un de mes préférés, pas dans mon top 3, mais c'est plus vers le haut du classement. Là où j'avais pas aimé Wrong, j'ai beaucoup aimé Wrong Cops. Alors, le synopsis, on nous dit un groupe de mauvais flics cherche à se débarrasser d'un corps que l'un d'eux a accidentellement tué. Bon, c'est pas vraiment le synopsis du film. Le film part un peu dans tous les sens. Je vais pas rester 8 jours sur Wrong Cops parce que le film a ni queue ni tête De toute et. façon, les films de Dupieux, c'est compliqué, hein. Comme tu dis, je parlerai d'un autre film tout à l'heure. C'est compliqué de développer sur un film sans spoiler de Dupieux, quoi. Ouais, non, complètement. Et là, on est vraiment dans la bizarrerie, mais il y a quand même un fil conducteur où on comprend ce qui se passe et tout. Mais il y a quand même ces trucs un peu bizarres qui sont aussi dans l'idée de Wrong, qui était le film précédent. Alors, c'est pas une suite, mais bon, il y a Wrong aussi dans le titre du film. Euh, où dans Wrong, tout se passait un peu de manière chelou. Moi, j'ai pas trop aimé Wrong. Là, Wrong Cops, il y a un peu de ça, mais il y a aussi des scènes où tu te dis oui, ça peut arriver, mais c'est complètement. C'est de l'humour un peu noir, absurde, que c'est très bien faire Quentin Dupieux, et c'est parfaitement fait dans Wrong Cops, je trouve. J'ai beaucoup aimé ce film, là où je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le cas. Le personnage d'Eric Judor est génial. Mark Burnham dans le rôle principal est aussi excellent. Donc non, j'ai beaucoup aimé Wrong Cops. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je sais que ça fait partie des Quentin Dupieux dont on n'entend pas tant parler que ça. Mais moi, honnêtement, il va se placer dans mes préférés de Quentin Dupieux. Bon, loin de Mandibule, de Steak ou de Yannick.
Mais dans le top 5, il y a moyen, en tout cas. Ouais, je pense. Je sais pas, c'est une espèce de bizarrerie. C'est ce qui fait la magie de Quentin Dupieux. Des fois, il arrive à t'agripper à son délire et ça marche. Et des fois, pas du tout. On reparlera donc du deuxième film et du deuxième acte Acte. tout à l'heure. Et oui, non, vas-y. Non, mais moi j'ai fini, Harry. Donc tu peux passer à ta huitième position si tu le souhaites. Et bah, c'est une très belle transition parce que tu me vois venir, Ryan. Ok, t'as mis quoi? T'es le mec qui est vraiment con comme un manche. Et oui, ma huitième position est également un film de Dupieux, le deuxième acte, qui est sorti ce mois-ci, présenté en ouverture du Festival de Cannes, avec un casting somme toute reluisant. Raphaël Quenard, Léa Seydoux, Louis Garrel et Vincent Lindon, mais ne pas oublier surtout Manuel Guillot, qui, je sais pas si c'est son premier film, mais en tout cas celui qui est le moins connu de tout cela. C'était une très belle surprise. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième acte. On en a parlé avec Ryan une fois qu'il l'avait vu. Il vous en parlera après, mais je crois qu'il a un peu moins aimé que moi. Mais comme tu dis, les gens qui regardent les films de Dupieux ont tous un classement différent parce qu'il arrive à te choper à des endroits différents. Il manie tellement de choses différentes dans un même film ou même juste dans sa filmographie que c'est fait en même temps pour tout le monde, en même temps pour peu de gens. Enfin, ça ressemble à Dupieux, c'est très bizarre. Mais le deuxième acte, j'ai adoré. Les premières scènes là de comment ça s'appelle, ce travelling des deux dialogues entre le Louis Garrel et Raphaël Quenard d'un côté et Léa Seydoux et Vincent Lindon de l'autre, qu'on retrouvera aussi plus tard dans le film, le même chemin inverse avec ce travelling avec des duos différents. Ces deux scènes-là, des deux dialogues, je les trouve vraiment superbement réalisés, même si c'est simple, entre guillemets. Mais même dans l'écriture des dialogues, des personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ma salle était pleine et tout le monde a rigolé. Et je pense que quand tu vois un film, on va dire tout seul dans la salle, une comédie, tu peux rire ou quoi, enfin bref. Mais quand tout le monde rigole autour, ça, même si de base, t'aurais peut-être pas forcément ri ou alors t'aurais rigolé, mais vite fait, bah ça amplifie le truc parce que t'es dans un environnement de rire et voilà, de joie. Et le deuxième acte, moi, ma salle, en tout cas, ça a été un franc succès puisque tout le monde rigolait à quasi chaque blague. Donc forcément, moi aussi, je me suis emporté. Et c'est le mec qui est allé sur la scène à hurler. Enfin, le mec, tu parles au fou du train pour pas qu'il te tue. Euh, j'ai même pas parlé du synopsis. Florence veut présenter David, l'homme dont elle est fortement amoureuse, à son père Guillaume. Cependant, David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. À pas confondre avec Sauver Willy, où là c'est vraiment un film totalement différent. Oui, non, oui. Ou alors dans Willy Wonka, où là c'est pareil, Ou alors rien à voir. Will.i.am, le chanteur. Ouais. Oui. Ou Lee. Bruce Willis. Bruce Willis. Ou Willy l'ourson. Oui, ou ah merde, j'en ai plus. Les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. Bon, le synopsis, comme tous les films de Dupieux, on en a rien à foutre. Je trouve que l'écriture des personnages est vraiment très bien. Il y a des petits twists qui marchent, même si on peut les voir venir à certains moments. Les acteurs jouent excellemment bien. C'est un film court, hein, comme tous les films de Dupieux, 1h20. Je sais pas, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé mon visionnage, le truc avant de voir les marches de Cannes et tout. Je sais pas, c'était tout l'environnement au moment où j'ai vu ce film était cool. Donc peut-être que ça peut biaiser ma note finale du film. Et en plus, j'ai pas vu énormément de films de Dupieux, bah, c'est le deuxième film de Dupieux que je vois, donc forcément, j'ai pas encore un classement bien défini. Mais je crois que j'ai même préféré à Yannick, que j'avais adoré aussi. Il y a quelques messages politiques dont j'avais parlé à Ryan en off, notamment un passage sur l'IA. Le principe de base de l'IA est intelligent, je trouve, et bien trouvé dans le film. Mais il y a juste un monologue, dialogue de Louis Garrel qui dure 30 secondes, qui est
tellement pas subtil, qui est lourd. C'est vraiment le seul moment du film où je me suis dit, oh là, sérieux, quoi. C'est un truc sur l'IA. Enfin, bref, je vous laisse, si vous regardez le film, vous comprendrez de quoi je parle. Donc ça m'a un peu... voilà, bref. Mais sinon, à part ça, j'ai bien aimé. Il aborde quelques sujets politiques, mais sans trop y rentrer. Quelques vannes qui passent bien. Donc, non, j'ai beaucoup aimé le deuxième acte. Moi, j'ai pas aimé ce film. Tu vois, j'ai dû rire sur le monologue au début. Enfin, rire, c'est un bien grand mot. J'ai pouffé avec les gens dans la salle. Et puis après, il y a eu plus aucun rire. Sachant que moi, j'ai regardé à Poitiers, qui est quand même une salle un peu plus cinéphile que Royan, les gros débiles. On Là, c'était rappelle. assez grave. Ouais, non, mais j'en ai rien à foutre. Ce gros fils de pute Oppenheimer, on s'en rappelle. Ce gros Oui, enculé. non. Non, mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, si tu nous écoutes, espèce de gros enculé, c'est le mec qui règle ses comptes. Non, mais je pense pas, il y a très peu de chance. Non, mais franchement, j'ai trouvé le film pas mauvais, mais on sort de Dali, qui était son dernier film, qui date de il y a Ah oui, mais j'ai 5 pas vu mois. Dali. Et Dali, pour ceux qui l'ont vu, il y a constamment ce truc de twist sur twist sur twist sur twist, où c'est marrant une fois, marrant deux fois, marrant trois fois, au bout d'un moment on n'en peut plus. Bon, même si je comprends ce qu'a voulu faire Dupieux à ce moment-là, parce que Dali c'était le surréalisme, et donc il a voulu faire cette image-là dans le film, bon, je trouvais ça lourd, parce qu'il l'a trop fait. Tu le fais 3 fois, d'accord? Tu le fais 15 fois, c'est plus possible. Donc, Dali, c'était il y a 4 mois peut-être, 4-5 mois d'intervalle avec le deuxième Mais acte. non, même pas, c'est février, hein, Dali. Ouais, donc ouais, 4 mois quoi. Et 3, 3, ouais. c'est pas compté. Et t'arrives avec le deuxième acte et tu refais ce truc de twist, de twist. Oh, c'est d'une lourdeur l'enchaînement là de Quentin Dupieux cette année. Euh, Si tu veux faire ça, tu laisses plus d'espace entre tes deux films, ou alors t'en sors un autre entre les deux. Enfin, je sais pas, mais là c'est pas possible. Tu utilises le même ressort scénaristique 2 fois d'affilée en 4 mois, en 3 mois quoi. Enfin, j'ai trouvé ça d'une lourdeur absolue. Et puis le film en lui-même est plutôt sympa. Euh, mais je sais pas, j'ai pas été embarqué par le truc. Hormis une ou deux scènes que j'ai trouvé sympa, mais j'ai trouvé que c'était long pour rien. Comme Dali. C'est long, 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 alors que ça dure qu'1h20 comme 90% des films de Dupieux. Et tu vois, par exemple, Long Cops, j'ai pas vu l'heure 20 passer. Et 90, enfin, quasi-totalité des films de Dupieux, je vois pas l'heure 20 passer parce qu'une heure 20 pour un film c'est très court donc vaut mieux que tu la vois pas passer. Mais là, entre Dali et le deuxième acte, j'ai l'impression que les films ils ont duré 2 heures. Je sais pas. Je sais pas ce qui arrive à Dupieux en 2024, mais Dali était pour moi le moins bon Dupieux. Sachant que j'ai pas vu Rubber, hein, encore une fois je le rappelle, mais en tout cas de tous ceux que j'ai vus, c'est celui que j'aimais le moins Dali, qui a été sauvé par les performances des acteurs. Là, le deuxième acte, sauvé par une très bonne réalisation, sauvé par des très bons acteurs, une superbe photographie, mais je le mets dans les pires Dupieux que j'ai vu, quoi, avec Dali. Pour moi, il y a match. Et Wrong, que j'ai vraiment pas aimé. Mais ouais, je n'ai pas. J'arrive pas avec Quentin Dupieux cette année. Et pourtant, voilà, j'ai regardé Wrong Cops, je crois, 2 jours avant de regarder le deuxième acte, donc c'est même pas un problème que j'ai avec Dupieux en 2024, disons. Mais ces deux films de 2024, ça fait partie des 3 que j'aime le moins de toute sa filmographie, donc bon. J'espère qu'il nous prévoit encore 12-13 films pour l'année 2024. Euh, mais, Non, mais c'est vrai que le fait de faire trop de films, ça par contre, c'est relou. mais tu peux, mais utiliser le Je sais même pas. ressort scénaristique en 3 mois, qui m'avait saoulé en plus sur Dali, et là tu le refais sur le deuxième. Oh, c'est ça, tu vois, Et si t'avais pas vu Dali, t'aurais bien aimé le deuxième acte? peut-être. Ça m'aurait moins saoulé, je pense. Ça m'aurait quand même un peu saoulé, mais moins. Parce que Dali, c'est vraiment 15 fois. Là, il le fait 2 fois, je crois, ce ressort scénaristique. Dali, ça doit arriver vraiment 5-6 fois, quoi. Donc peut-être que j'aurais plus aimé, ouais, ça m'aurait moins saoulé déjà. Mais, euh, mais là, bon. Après, c'est lui aussi qui fait cette erreur-là, quoi. Donc ouais.
Le deuxième acte, j'ai pas du tout accroché, malheureusement, et je pense qu'il doit encore avoir un film en 2024 qui va sortir, ça m'étonnerait pas. C'est quand même lunaire, hein. Le gars, 2 films en 2023, 2 pour l'instant en 2024, alors qu'on est à la moitié de l'année. Attends, c'était quoi l'autre en 2023? Il y a eu Yannick et il y a eu. Attends. Fumer. Non, ou alors c'est 2 en 2022. Fumer fait tousser et Incroyable mais vrai, c'est en 2022. Ah, ok. Et après, je sais plus ce qui sort. Et après, je crois que c'est Yannick. Et il y en a pas un autre. Oh, je sais plus. Mais bon. Après, c'est des petits films d'1h20 aussi. C'est ça qui fait le charme de Oui. Dupieux. Mais ouais, là, ça fait 2 d'affilée où je les sens passer. Les longues minutes. Allez, assez parlé de Quentin, comme on l'appelle dans le milieu, pas parce qu'en fait c'est son prénom. Tintin, Tintin, on appelle. Comment- je voulais faire la vanne, mais j'ai oublié j'ai oublié une private joke. Quand même, c'est gratin, voilà, c'est ça que je voulais faire. Oui, gratin. Allez, alors Quentin Dupieux, il me reste un film, mais il y a aussi d'autres réalisateurs dans lesquels je me lance sur leur filmographie dans l'ordre chronologique, ce qui n'est pas le cas pour Quentin Dupieux. J'ai pas fait dans l'ordre chronologique, mais pour eux c'est le cas, les frères Cohen. Je me suis lancé dans la filmographie des frères Cohen dans l'ordre chronologique, parce que No Country for Old Men étant l'un de mes films préférés, je suis un énorme fan d'Inside Llewyn Davis également. Je l'ai vu cette semaine. Inside Llewyn Davis, ok. Ouais, Donc t'en parleras le mois prochain. exactement. Donc un très gros fan de ces 2 films. Et donc je me suis dit, vas-y, bah, pourquoi pas, les frères Cohen, j'aime beaucoup leur cinéma, ils ont une vraie patte, un vrai truc. Et donc je me suis lancé et j'ai fait le grand saut. Ouais, c'est le nom du film. Ah, Un diplômé naïf en administration des affaires est nommé président d'une entreprise dans le cadre d'une escroquerie boursière. Au casting, c'est Tim Robbins dans le rôle principal. On a Paul Newman, Jennifer Jason Leigh, Charles Durning. Voilà, bon, des acteurs après un peu moins connus. The Hudsucker Proxy, je préfère largement le titre anglais, est très drôle. Et pour moi, très sous-coté. J'avais jamais entendu parler de ce film dans la filmographie des frères Cohen. Et je vais rebondir parce que du coup, j'ai vu également The Big Lebowski, que je n'avais jamais vu, ah. qui était le film d'après. Et The Big Lebowski, je n'ai pas compris. Je n'ai pas Et aimé. je l'ai pas vu, mais il est dans ma liste, donc il faudrait que je le regarde. Ça fait partie, je crois, c'est dans le top 250 sur IMDb. Ouais, je crois qu'il est dedans. Donc parmi, c'est censé être un classique. Je suis pas du tout rentré dans le délire de The Big Lebowski. Après, il faut rentrer dans le truc. Hein. J'ai pas trouvé ça mauvais, mais je suis pas rentré dans le délire alors que j'adore les frères Cohen. Par contre, The Hudsucker Proxy, je trouve qu'il y a un délire très similaire à la Big Lebowski dans l'humour complètement décalé et dans un truc où il se passe 1000 trucs à la seconde, qui peut aussi être coutume chez les frères Cohen. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre The Big Lebowski et The Hudsucker Proxy, mais je trouve que Hudsucker Proxy met une vitesse au Big Lebowski. Big Lebowski, il y a cependant des plus grandes perfs d'acteurs, avec, j'oublie toujours le nom de cet acteur, Jeff Bridges, ou encore Goodman, je sais plus John Goodman, il me semble. Ah, Même c'est un bon gars, en tout cas. ouais, c'est vraiment un mec, il est Il est comme vlag, ça. il n'y a pas de caméra. Ah, oui, pardon. Ou Steve Buscemi. The Sucker Proxy, il y a des bonnes perfs d'acteurs, mais c'est un film qui est très haut en couleur. Et j'ai adoré vraiment Hudsucker Proxy. Je trouve que c'est un ovni. Et c'est un film surtout dont j'avais jamais entendu parler. Et c'est ça aussi que j'aime dans le fait d'aller chercher des. C'est un objet volant non identifié. Non, c'était ouais, dans l'idée quoi. Euh, et ouais, aller chercher dans la filmographie de réalisateurs des films comme celui-ci, que j'aurais certainement jamais regardé, parce que même le synopsis me donnait pas très envie, et ben c'est aussi pour ça que j'aime bien. Et non, franchement, Hudsucker Proxy, vraiment très très bonne surprise, je m'attendais pas à autant apprécier. C'est complètement décalé, drôle, euh, vraiment génial. Voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé le grand saut en VF. Et voilà, j'ai quand même pas mal de films des frères Cohen. Là, ouais, j'en ai regardé ouais, quasi un tiers, parce qu'ils ont quand même une grosse filmographie. Donc voilà, je vous recommande vraiment Hudsucker Proxy. Et je tenais aussi à en parler dans le podcast, plus que Big Lebowski, dont tout le monde a déjà parlé.
parce que celui-ci est vraiment méconnu et je le trouve meilleur que Big Lebowski, et sachant qu'il y a beaucoup de similitudes. Quelle est donc ta 7ème position, mon cher Théo? Hein, c'est ça le prénom, j'ai du mal à retenir. Oui, oui, ouais, c'est ça. C'est Théo, Ok, avec un H. je vais noter quelque part. Ok, vas-y. Note-le sur ton téléphone, comme ça tu t'en souviendras toujours. Euh, Moi, je vais parler de Ripley, qui est sorti sur Netflix. Alors, je sais pas si c'est le mois dernier, le 4 avril. Euh, alors, il y a eu énormément de films, de séries, de je ne sais quoi d'autre, De manga. je suis pas sûr, mais c'est possible, qui traitent de cette histoire-là. C'est l'adaptation du talentueux Mr. Ripley. C'est réalisé je ne vois pas, mais bon, c'est pas grave. La distribution du film avec Andrew Scott qui joue Tom Ripley. Ensuite, les autres acteurs sont pas spécialement bons, voire très importants. C'est surtout centré sur lui, en fait. C'est vraiment que sur lui pendant 8 épisodes. Il y a un inspecteur de police joué par Maurizio Lombardi, euh, Il voulait juste qui dire a le un nom en italien. charisme, qui a un charisme fou, qui joue très 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 bien, qui est vraiment, lui, il apporte vraiment un truc. Je vais raconter l'histoire. Enfin, pas toute l'histoire pour pas spoiler, évidemment. Ouais, et puis ça Un serait homme long, quoi. riche. Ouais, c'est vrai. Un homme riche engage un escroc malchanceux. Tom Ripley, pour. Oula, c'est mal écrit. Bon, bref. Pour qu'il se rende en Italie afin d'inciter son fils vagabond à rentrer chez lui. L'acceptation du travail par Tom est la première étape d'une vie de tromperie, de fraude et de meurtre. En gros, ouais, c'est un mec qui veut voler la vie de quelqu'un, un escroc. Et le parti pris de cette série, ça a été le noir et blanc, très très glauque. Alors, j'ai pas vu les autres adaptations de cette histoire, j'ai pas vu le film avec Matt Damon et Jude Law. Je sais pas s'il est dramatique ou s'il y a un peu un côté comédie ou quoi. En tout cas, pour cette série-là, le noir et blanc est magnifique, mais je me souviens que tu l'avais peut-être dit dans le podcast, on en avait parlé, mais tu avais dit quelque chose de très vrai, comme quoi tu dis pas que de la merde. Euh, Avec les moyens d'aujourd'hui, c'est très facile de faire du beau noir et blanc. Et là, c'est C'est effectivement qui a très dit beau. ça? Parce qu'il est super intéressant, ce mec. Non, mais j'ai déjà dit que c'était toi. Enfin, Enfin, on dirait Mbappé en conférence de presse qui demande à ce qu'on répète ça. Alors oui, tu as été le meilleur joueur du monde cette année. Pardon, j'ai mal entendu la question. vous pouvez répéter 8 fois. Les mecs qui font ça, j'ai envie de les frapper. Bref, petit aparté terminé. On ferme la parenthèse, comme disait mon prof de français en 5e. Euh, donc effectivement, le noir et blanc est vraiment très beau. Il sert l'histoire aussi dans la réalisation, etc. C'est vraiment très très bien fait sur ce côté-là. C'est très glauque, très claustrophobique dans la première partie de la série qui se passe dans une ville italienne dont je ne saurais retrouver le nom, mais où c'est des longs couloirs avec des escaliers. Mais même dans la ville, c'est très très rapproché. C'est des escaliers interminables. C'est que des musiques glauques. Il n'y a pas un seul moment de légèreté dans la série. C'est tout le temps très pesant, très sale, très glauque. C'est pas agréable, même si c'est très bien réalisé, très bien joué. Andrew Scott est génial. Euh, il fait vraiment peur. Il y a des moments où il est vraiment terrifiant. Et pour ça, c'est vraiment génialissime, quoi. En termes de réalisation, c'est vraiment une série Netflix comme il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Euh, mais voilà, c'est juste le début de série que j'ai vraiment du mal parce qu'il faut s'habituer à ce truc très glauque. Et surtout, bah, à partir du moment où il y a un truc qui se débloque scénaristiquement, je crois que c'est au 3e épisode, où là la série prend une autre tournure, et pour le personnage d'Andrew Scott notamment. Et c'est là où c'est vraiment très très intéressant. Les 3 premiers épisodes, et notamment l'acteur qui joue Dickie Greenleaf, qui s'appelle Johnny Flynn, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Charisme proche du néant. Enfin, vraiment, chaque scène avec lui, je soufflais, et c'était 90% du temps des scènes avec lui, parce que c'est un personnage très très Ah, t'as dû important. beaucoup souffler, du coup.
Ouais, ouais, bah, j'avais plus d'air à la fin d'ailleurs. Je crois que je me suis évanoui à la fin du premier épisode. Mais je crois que dans le film avec Matt Damon et Jude Law, c'est Jude Law qui joue ce personnage, donc beaucoup plus charismatique, hein. J'ai même pas vu le film, mais je sais que c'est déjà mieux. Euh, et je crois qu'il y a eu un film aussi dans les années 70 avec... Ah, je n'ai plus son Tom nom, un Holland. acteur français. Non, un acteur français, putain, connu dans ces années-là. J'ai Vincent Lindon dans la tête, alors que pas du tout. Pas si vieux que ça, quoi. Bah ouais, c'est pour ça. Non mais bon, bref, c'est fou de pas se souvenir de ça, quoi. Le trou de mémoire. Mais écoute, Euh, faut que je vois la série. Il va retrouver l'acteur à 4h du mat, il va se réveiller en sursaut. Oui, c'est vrai. Mais bref, si je le retrouve à un moment, je vous le dis. Euh, D'ailleurs, il y a Attends, je te coupe, ferme ta gueule. Il y a le GOAT Louis Hoffman qui joue un personnage pendant 2 minutes, littéralement, dans la série. Je l'ai vu, j'étais trop hype. Je me suis dit, putain, trop bien, on le revoit plus jamais. Dégoûté. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a une hype là aujourd'hui, parce qu'ils ont annoncé un nouveau film, Hunger Games, et tout le monde voulait j'ai que cru ce que soit t'allais Louis dire Hoffman. Ripley. Non, Ça lui fait encore une t'imagines, adaptation. t'imagines, ce serait drôle. Mais non, tout le monde voulait que Louis Hoffman joue là, donc le personnage principal du prochain Hunger Games. Bref, je m'égare. Euh, Andrew Scott est génial dans cette série. Maurizio Lombardi qui joue l'inspecteur de policia est vraiment très très bon. Il arrive à un moment donné dans la série, il est très cool. Elliot Paulina Sumner aussi est pas là pendant beaucoup d'épisodes, mais est là pendant le meilleur épisode de la série, qui est un suspense fou, réalisation folle, enfin incroyable, vraiment. Je dirais pas quel épisode, évidemment. Mais voilà, je conseille pour les amateurs de ce genre d'histoire très 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 glauque, un peu de thriller, avec des histoires de meurtre, d'enquête, etc. Je pense que c'est fait pour vous. Moi, faut que je la voie. La série, j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Et puis Andrew Scott m'avait beaucoup plu dans All of Us Strangers avec Paul Mescal. Donc ouais, il est sur une bonne série, Andrew Scott. Donc ouais, faut que je regarde cette série, mais Bah oui, oui, c'est une bonne série, oui. je suis bloqué sur Masters of the Air que j'arrive pas à terminer. Oh, Donc putain. voilà, j'en parlerai le mois prochain de Masters of the Air parce que ça fait 8 ans que je suis dessus. Allez, ma 6e position. Alors Euh, c'est un film assez vieux pour le coup, La colline a des yeux. Le film original, pas celui d'Alexandre Aja, le putain, ça me remake. dit quelque chose de ouf. Ouais, le titre est connu. La colline a des yeux de 1977. Sur la route vers la Californie, une famille a le malheur de tomber en panne dans une zone fermée au public et habitée par de violents sauvages prêts à attaquer. Réalisé par Wes Craven. Alors, on est sur un film un peu d'horreur. Et Wes Craven, tac, si je me dis pas de bêtises, non, c'est pas lui qui a fait ça. Euh, D'accord, c'est qu'il y a eu un remake derrière. Il avait réalisé son premier film, c'était La dernière maison sur la gauche. Et moi, j'avais beaucoup aimé le remake, notamment avec Aaron Paul. Et la petite maison sur la droite. Je comprenais pas la vanne pendant 2 secondes, puis j'ai eu envie de te virer de ce podcast. Mais c'est bien tenté. En tout cas, la prochaine fois, par contre, je pense que je vais te faire du mal. Pas de souci. Donc La colline a des yeux, un film d'horreur, bon, avec un casting des années 70, Suzanne Leyner, Robert Houston. C'était un film avec très peu de budget déjà à l'époque, et je trouve que c'est ce qui fait le charme du truc. J'aime beaucoup ces films-là, qui ont une photographie assez grisâtre, et je trouve que l'ambiance du film est vraiment bien retranscrite. Et il y a ce mec-là, donc, qui est sur le poster du film, que vous voyez si vous nous regardez sur YouTube, si vous nous écoutez plutôt sur YouTube, qui s'appelle Michael Berryman, qui a une gueule mais atroce. Le mec est vraiment effrayant. Euh, il jouait dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, tiens, je me rappelais même pas. Et il a vraiment une gueule, le gars, et vraiment, je trouve qu'il apporte beaucoup au film. J'ai trouvé le film vraiment bon, violent comme il le faut, sans non plus aller dans le trash. C'est un vrai bon film d'horreur. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que ça se regarde très vite, ça dure 1h30.
et tout est réussi. Le suspense est bon. Ils ont pas peur. Voilà, il y a des morts, il y a des voilà, c'est assez violent. Mais voilà, sans aller dans le gore, sans aller dans le film d'horreur un peu chiant où tu sais que ça va arriver de telle manière et voilà, on va vous mettre des scènes sensationnelles qui font peur juste pour choquer. Non, là, tout a un sens. C'est vraiment bien réalisé pour un film qui avait pas beaucoup de budget. L'ambiance est géniale parce que il y a un décor simple, on est au milieu du désert, mais ça fonctionne. Et même les costumes sont très bons. Enfin, voilà, c'est une vraie réussite et je comprends pourquoi c'est considéré comme un film, un peu un classique des films d'horreur de ces années-là. Donc non, vraiment, en fait, à la base, j'étais parti pour regarder celui d'Alexandre Aja. Et puis, je me suis dit, bah tiens, autant regarder le film original avant de regarder le remake. Je pense qu'un jour, je regarderai le remake d'Alexandre Aja, qui est un réal français en plus de ça, et le film est ricain. Donc, donc ouais, non, vraiment, écoute, j'ai pas grand-chose à dire sur La Colline des Dieux. C'est un classique des films d'horreur et un vrai très bon film d'horreur. Ta Mais sixième ça donne place? envie. Ouais. Bah écoute, merci, parce qu'en plus, ça a été beaucoup de travail. Non, Euh, mais là, tu parles juste du film que t'as vu. Enfin, t'as pas du tout travaillé dessus, t'étais pas né. Enfin, là, tu ok. t'inventes juste une vie, en fait. Bah, après, je suis habitué avec toi, tu fais tellement souvent que. Non, mais il Mais y a bon, pas. après, on doit pas rentrer dans le genre de détails. Oui, non, pas besoin. Ta sixième Ouais. place? Avant de parler de ma sixième place, j'ai retrouvé l'acteur dont je parlais tout à l'heure, Alain Delon. Voilà. Ah, qu'on embrasse. Oui, oui. S'il nous écoute. De loin. Oui, par rapport au nom de famille. Ma sixième position. Alors, je vais parler de Sugar. Can I have Sugar Donut with Sugar? Il l'avait préparé, je suis sûr. Oui, j'y pensais pendant que tu parlais avant. Non pas que je t'écoutais pas, hein, évidemment, je Ah, t'écoutais, pardon. mais, mais oui, c'était préparé. Bref, voilà, tu casses toutes les anecdotes. Carrément une anecdote. Euh, ouais, L'anecdote en question. Donut sucré au je me sucre. suis- je me suis trompé de mot. Bref, Sugar, on va parler de Colin Farrell, qui joue le détective privé John Sugar, qui enquête sur la disparition d'Olivia Siegel, la petite fille du producteur hollywoodien Jonathan Siegel. Alors que Sugar tente de déterminer ce qui est arrivé à Olivia, il déterre les secrets de la famille Siegel. Et il parle beaucoup là-bas. Ouais, surtout il parle très fort, non? Pardon. Euh, oui, très très bonne série, Sugar. Colin Farrell qui joue oui, un détective privé très très qualifié, très charismatique. Il joue tellement bien, il a une douceur en même temps dans son jeu. Il est tellement attachant et enfin vraiment, c'est l'une des perfs que je préfère de Colin Farrell. Peut-être pas sa meilleure perf en termes d'acting, mais enfin même si elle est très très bonne évidemment. Mais je sais pas, j'ai vraiment adoré ce personnage et la façon qu'il avait de le jouer, la prestance qu'il avait. Enfin vraiment incroyable, Colin Farrell. Euh, Ensuite, les acteurs à côté sont très bons aussi. On a notamment James Cromwell qui joue Jonathan Siegel, qu'on voit pas beaucoup, mais qui joue notamment aussi dans Succession, la meilleure série de tous les temps, hein. À chaque fois que je parlerai de Succession, pardon, je dirais que c'est la meilleure série de tous les temps. James Cromwell voilà, qui est génial dans Succession et qui est très bien aussi dans cette série-là. Après, on a un casting assez méconnu à côté. On a quand même Anna Gunn qui joue aussi peu de temps dans cette série. Mais sinon, à part ça, je les connaissais pas. On a Amy Ryan qui joue Mélanie McIntosh. Tu m'as appelé? Putain, non, mais en plus, ça s'écrit comme toi. Putain, c'est marrant. On Parce- l'embrasse. Ouais, C'est une amie. C'est Ray-A-2-N. Non, non mais on l'embrasse, c'est une amie. Ah oui, deux bonnes vannes. C'est rare. Euh, voilà, en vrai, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur Sugar pour notamment une raison, c'est qu'il y a un twist dans la série. Je n'ai jamais vu un twist comme ça de toute mon existence de cinéphile. J'ai vu des milliers de choses. Ça, s'il y a un mec qui dit «Oh non, mais ça c'était prévisible», Oh non, mais bah ça alors c'était prévisible. ouais, non, mais bah, c'était prévisible que tu dises ça.
C'est vraiment un menteur, un mytho de fou, parce que c'est le twist le plus what the fuck que j'ai jamais vu. Sauf qu'en même temps, une fois que tu le sais, tu comprends plein de choses d'avant, et c'est hyper intelligent. Au début, j'ai pas aimé le twist. Quand j'ai vu, je me suis dit, ah non, mais là, c'est quoi ça? Et j'ai pas aimé. Et puis en fait, quand on comprend certaines choses et tout, je me suis dit, putain, en fait, c'est bien intelligent. La fin de la saison est cool parce qu'il y aura une saison 2 normalement. Je sais pas si ça a été renouvelé, mais en tout cas, ça se finit sur une ouverture sur une saison 2. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Un peu comme ce que j'ai dit pour Ripley. Si vous aimez les thrillers d'enquête, vous aimerez sûrement Sugar. En plus, ça se passe dans un environnement de Los Angeles. Enfin, si vous aimez un peu les trucs genre LA Confidential, c'est dans la même veine. Pardon. Oui. Euh, Le mec se lâche. Mais non, voilà, c'est dans la même veine donc de LA Confidential. C'est vraiment très très cool. J'adore cette ambiance hollywoodienne de Los Angeles. C'est incroyable. Donc très feel good, même s'il y a des trucs très dramatiques. C'est très paradoxal. Il y a quelques petites vannes et c'est aussi le personnage de Colin Farrell est cinéphile dans la série. Et en fait, à plein de moments, il parle de ce qu'il voit et il le rapproche à des films qu'il a vus et on voit des extraits du film pendant qu'il est en train d'en parler. Alors c'est beaucoup de références de films des années 60, notamment La Nuit du Chasseur, il y a une grosse référence dessus. Et donc voilà, le fait qu'il soit cinéphile, c'est assez marrant. Il y a plein d'idées de mise en scène très, très sympas. Donc je conseille Sugar, vraiment très très cool. Est-ce que Série Apple c'est TV+. est-ce que c'est similaire à LA Confidential? Toi, t'as vraiment envie que je te nique. Non, moi c'est la prochaine que je regarde, Sugar, après Masters of the Air. Après, je crois pas t'avoir demandé. Ah, pardon, autant pour moi. Ok, donc ma cinquième position, on va parler du roi James Gandolfini. J'ai regardé ce film uniquement pour lui parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et que c'est son avant-dernier film, son avant-dernière prestation, pardon, j'ai réussi à parler. James Gandolfini évidemment, Tony Soprano. Sorti en 2013, pardon, All About Albert. Enough Said en anglais. Alors, encore une fois, pourquoi mettre un titre en anglais, enfin traduire un titre en anglais pour le public français, enfin je comprends pas. Une femme divorcée décide de séduire l'homme qu'elle convoite et apprend qu'il est l'ex-mari de sa nouvelle amie. Oh, Euh, c'est un bas de triangle amoureux, ça, ou... Ouais, attends, je sais plus où donner de la tête là ou quoi. James Gandolfini, Julia Louis-Dreyfus, Catherine Keener, c'est le triangle amoureux en question. Réalisé par Nicole Holofcener, qu'on connaît bien. Oui. J'ai Pour... mangé avec lui hier, franchement hyper sympa. C'est une femme. Alors, All About Albert, ce qui est très intéressant, c'est que c'est... ça... Quand j'ai lancé le film, j'ai dit, bon, je sais pas trop pourquoi je regarde ça, parce que, tu sais, on dirait, c'est réalisé comme un film... tu sais, les comédies romantiques de cons, là, qui sont diffusées un après-midi sur TF1 ou Oui, que oui, je vois. Netflix font que produire. Là. Bon, Ouais. c'est filmé, tu sais, comme ça, c'est bon. Tu dis pourquoi je regarde ça, les dialogues sont pas très bons au début, tout paraît superficiel, c'est pas intéressant. Et puis, le personnage de James Gandolfini arrive, il est touchant à un point, je l'aime trop, c'est trop grave. Euh, le film prend un tournant, et j'avais vu une critique du film qui disait, enfin après avoir lu le film, j'ai vu une critique qui disait c'est un film que tous les gens qui détestent ces comédies romantiques de cons, la cliché de merde, vont adorer. Parce que justement, on utilise les codes de ces comédies romantiques pour en faire un truc beaucoup plus profond, notamment sur le personnage de Julia Louis-Dreyfus, qui a notamment été nommée au Golden Globe pour cette performance, euh, où il y a beaucoup beaucoup de questions, notamment autour de sa fille, notamment autour d'elle-même, parce qu'elle elle est au milieu de ce triangle amoureux, et c'est juste extrêmement intéressant. La fin est très touchante, c'est un film très touchant, très beau,
drôle aussi. Et puis il y a James Gandolfini, donc il faut regarder. Euh, j'ai beaucoup aimé ce film et je me suis surpris à l'aimer parce que quand je l'ai lancé, j'ai dit pourquoi j'ai lancé ce truc, si ce n'est pour James Gandolfini. Et finalement, évidemment, j'ai adoré Gandolfini, mais c'est même pas ce que j'ai préféré dans le film. Donc vraiment une très bonne surprise et même ce contre-pied qui a été pris est hyper intéressant. C'est un film très touchant, très beau et c'est une vraie bonne comédie romantique que j'aimerais bien regarder en tête à tête avec un mec que j'aime bien, avec qui je suis en train de parler actuellement, avec qui je suis en train de faire un podcast et pour lui dire que j'ai des sentiments pour lui par exemple. J'ai des bugs de son, tu m'entends ou pas? Ouais, non. Ouais. Mais je crois que j'ai pas entendu le dernier film dont tu as parlé, là, ça fait depuis 5 minutes, là, Ok. j'arrive pas à Tu veux que je reprendre. répète tout, surtout ce que j'ai dit en dernier peut-être Non, pour que... non, c'est pas grave, bah, je regarderai le podcast. Ok, vas-y. Bah écoute bien ce que je dis à la fin. Ok, mais ouais, je regarderai ça sur YouTube parce que vous pouvez regarder ce podcast sur YouTube et vous abonner. Et voilà. Voilà. Et elle a insulté Théo sur Twitter, @EorenFC. Ouais, vous pouvez. Ça me fera des stats. Quelle est ta cinquième position, Harry? Non, je m'appelle Théo. Non, mais c'était le Si surnom. t'avais oublié, c'est. Non, mais c'était un running gag, mais là c'était le surnom en l'occurrence. Non, mais je m'appelle pas Harry, je m'appelle Théo. D'accord, Théo, c'était pour le. J'avais compris. Quelle est ta cinquième place, Théo? La planète des singes, le nouveau royaume, qui est sorti ce mois-ci, réalisé par Wes Ball, qui avait notamment réalisé la trilogie du Labyrinthe, et qui reprenait les rênes de cette saga très connue, évidemment, de la planète des singes, pour en faire la suite du film qui est sorti en 2018, je crois, réalisé par Matt Reeves. Alors ce film-là se passe des générations et des siècles après le dernier film. Il y a notamment beaucoup de références. Je vais quand même dire le synopsis, mais bon, vu que c'est une suite, c'est un peu... Voilà. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il s'est passé, tout ce qu'il sait du passé, et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. J'ai beaucoup aimé La planète des singes, peut-être un peu moins que la trilogie, on va dire la trilogie de César, même s'il n'y a pas de nom officiel. Euh, donc peut-être un peu moins, parce que c'est comme la trilogie de César, c'est l'une des meilleures trilogies de science-fiction de l'histoire du cinéma, et voilà. Mais là, pour cette suite, c'est vraiment bien réussi. Le pari est réussi. Il y avait beaucoup de scepticisme avant la sortie du film, qui a été un peu gommé. Je crois que le film a pas mal plu, même s'il n'a pas réussi énormément au box-office, mais les critiques, en tout cas, sont bonnes, j'ai l'impression. Euh, les effets spéciaux sont très cool parce qu'on sait que pour ce genre de film, les effets spéciaux sont très très importants. Si les effets spéciaux sont loupés, même si à côté c'est réussi, c'est difficile d'avoir un film qualitatif. Donc là, on a au moins ça qui est très bon. Et même à côté, tous les questionnements, comme c'est dit là dans le synopsis, des personnages et notamment du personnage principal qui s'appelle Noah et qui est joué par Owen Teague, et qui avait joué, je crois que c'est un jeune acteur, mais qui avait joué pour la plupart de ses films dans des films d'horreur, je crois. Moi, je le découvrais dans ce film-là. On a totalement, carrément. Notamment Freya Allan, ou Allen, je crois, qui joue une humaine. On a Kevin Durant qui joue le méchant. On a Et qui a un match de NBA demain. même c'est Durant avec un D. On a Dichen Lachman. Donc comme ça, ce nom vous dit peut-être rien, mais elle joue dans la série que seul Ryan et moi avons regardé. Euh, c'est merde, putain, j'ai même plus le nom. Ouais, du coup, donc vraiment, on est Kingdom, deux à l'avoir Kingdom. regardé, et plus personne n'a le nom. Attends, Kingdom, il y a juste un mot en moins. Kingdom, c'est Animal. quoi? Animal Kingdom, voilà. J'avais The Last Kingdom, mais c'est une autre série, ça. Eh, il y a des kingdoms partout dans cette histoire. Ouais.
En plus, oui, parce que c'est Planète des singes Kingdom. Bref. Dichen Lachman, donc, qui joue dans Animal Kingdom et qui joue dans Severance aussi. Voilà, donc deux très très bonnes séries. Severance d'ailleurs qui reviendra pour une saison 2 cette année, j'attends avec impatience. Bref, je m'égare encore une fois. C'est la planète de singes, pour y revenir, c'est vraiment réussi dans toutes les... Pourquoi tu rigoles? T'as juste dit la planète de singes, juste ça m'a fait rire. Voilà. On peut plus faire une seule erreur en fait. Excusez-nous, Ryan. Tiens, toi, je vais pas te louper. Oui, il y a énormément de questionnements sur la race humaine. Évidemment, c'est un questionnement qui revient souvent dans les films de la planète de singes. Le méchant est réussi, même si il y a quelques côtés un peu décevants dans son intrigue, mais globalement réussi. Je trouve le personnage principal vraiment cool. Ils ont annoncé déjà faire une trilogie sur donc ce personnage-là. Ça peut être sympa. Le film se termine donc clairement sur l'ouverture, sur une suite. Euh, voilà, je conseille ceux qui sont fans de films comme ça, de science-fiction, notamment de la planète des singes. C'est une bonne suite qui est plein de promesses. Donc hâte de voir la suite de cette suite. Moi, je l'ai pas vu et j'irai pas le voir parce que la trilogie précédente, ça fait trop longtemps que je l'ai vue et il faut que je la revoie. Donc, peut-être pour la prochaine sortie de film, mais ça me gave de regarder 14 films avant d'aller en voir un. En vrai, Euh, t'en as besoin de temps à regarder là. Bah, c'est que moi, j'aime bien tout regarder, sachant qu'il y a la première trilogie des années 60. Oui, mais en fait, le problème, enfin non, en fait, c'est que dans les années 60, parce que j'ai regardé après une vidéo qui regroupe tous les films et tout. En fait, c'est que dans les années 60, ils ont fait, je crois, 5 ou 6 films. Ah ouais, même. Et, euh, et en fait, là, au 21e siècle, ils recommencent, en fait, bon, c'est pas exactement les mêmes films, mais dans le sens inverse. En fait, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, parce que la J'avais vidéo... lu un truc aussi, j'avais rien compris. Oui, mais en fait, c'est que là, en gros, le dernier film de la saga des années 60, c'est le premier de la saga là, du 21e siècle. Et le dernier sera en fait le premier de la saga des années 60. Ok. Tu vois, Ouais, c'est juste donc. la chronologie dans le sens inverse. Ok, ouais, mais de toute façon, en vrai, je comptais même pas voir ceux des années 60, ni même celui de Tim Oui. Burton, parce qu'apparemment il est cataclysmique. Ah oui, non, mais ça, Je voulais surtout on n'aime pas revoir quand même. la trilogie de César Ouais, bon, c'est avant. vraiment tout. Euh, Ok, donc ma quatrième place, c'est un film français qui est assez historique pour le cinéma français, puisque son actrice principale a reçu un Oscar. C'est la première actrice française à recevoir l'Oscar de meilleure actrice principale. Marion Cotillard dans La Môme, le biopic sur Edith Piaf. On est dans une période de biopic, voilà, dont on n'en peut plus. J'ai vu Back to Black, Les le termes, bio. les termes, vas-y. T'as dit quoi, Harry? Dis les termes, vas-y. Alors non, parce que La Môme, pour le coup, très bon biopic. Je dirai les termes le mois prochain quand je parlerai de Back to Black, le biopic sur Amy Ah, Winehouse, qui n'est pas un mauvais biopic, mais bon. La Môme, là, c'est un film qui date de 2007 quand même, donc bien avant la mode sur les biopics. Biopic donc sur Edith Piaf. Monument évidemment de la chanson française, Marion Cotillard dans le rôle principal, Sylvie Testu, Pascal Grégory, Emmanuel Seigné, Jean-Paul Rouve, Gérard Depardieu, que j'adore d'ailleurs, Gérard, hein, qu'on embrasse très très fort, me disait Théo. ouais. Et tout ça réalisé par Olivier Dahan. Et Euh, non pas Olivier Dalloglio qui a monté Saint-Étienne dans les... je m'attendais à tout sauf à Olivier Dalloglio. Alors, Olivier Dahan, pour la petite anecdote, il a réalisé La Môme, qui est un très grand film, et il y a une scène qui est... avec Tom Cruise. Ah non, il y a une scène qui a un plan séquence d'un niveau de maestria technique, enfin c'est lunaire, mais il a également réalisé Les Seigneurs. Alors, vous faites ce que vous voulez de cette Ah info. oui, d'accord. Et d'ailleurs, j'adore Les Seigneurs, c'est mon plaisir Mais coupable. en vrai, c'est pas mal, les seniors. Je te jure que Les Seigneurs, je trouve... Je l'ai pas revu depuis que j'ai 11 ans, mais en vrai, dans mes souvenirs, c'est cool. Moi, je l'ai beaucoup vu, et je trouve même qu'il est bien réalisé, Les Seigneurs.
Voilà, donc Ouais. attaquez-moi. Donc Olivier Dahan, pour moi, est un très bon réalisateur. Et bon, là, j'ai vu La Môme, donc je ne peux que le confirmer. Euh, Marion Cotillard mérite 1200 fois son Oscar. Enfin, le niveau, là, c'est du grand n'importe quoi. C'est même pas normal de pondre une aussi bonne perf parce que il y a déjà gagné un Oscar, certes, mais il y a gagné un Oscar quand on est une actrice française dans un film français, qui est Mm. encore un autre exploit. Après, je minimise en aucun cas la performance, puis j'ai même pas vu le film en plus. Mais Edith Piaf aux États-Unis, c'est une légende de ouf aussi. Oui, bien sûr que ça a joué, mais quand même. Euh, c'est un film qui dure 2h20, j'ai pas vu le temps passer, et voilà un vrai biopic qui retranscrit l'âme de la chanteuse, qui a une touche, une patte artistique. Putain, voilà. Bon, là, on est en 2007, donc forcément, que les biopics à cette époque-là, on fait pas un biopic juste pour la thune comme aujourd'hui avec l'enchaînement One Love, Back to Black et je sais même plus ce qu'il y avait C'est eu un avant. back-to-back du coup. C'est un Back to Black, ouais. Euh, non, j'ai pas grand-chose à dire parce que tout est très bien fait. Et est-ce que quand il te prend dans ses bras, tu vois la vie en rose? Il me parle tout bas, ouais. Quand il me Oui. parle tout bas, je vois la vie en rose. Je voulais faire une autre, mais il y en a aucun qui me vient, c'est très grave. Alors que j'adore Edith Piaf en plus. Mais vraiment, Marion Cotillard et Crève l'écran, c'est du grand n'importe quoi. C'est. Pourquoi elle Enfin, crève l'écran? C'est quoi son objectif de non, faire c'est ça? vraiment une expression. Parce qu'il n'y a pas Ah, ok. d'écran dans le film en l'occurrence. Ok. Euh, non, j'ai pas grand chose à dire. Il y a une scène, Bah, parle pas. j'ai, j'ai pas trop envie de spoiler, mais une scène où il y a une annonce importante qui est faite à Edith Piaf, qui est en plan séquence. T'as comment dire, le plan séquence et l'acting de Marion Cotillard, plus la musique derrière. Tu te prends une claque dans la gueule, c'est fou. Donc non, un très grand biopic qui peut parfois souffrir un peu des problèmes qu'on a sur les biopics, c'est-à-dire schéma narratif constamment le même, etc. Mais il faut pas oublier aussi qu'on est en 2007. Donc ça joue. À noter que là, on parle du biopic sur Edith Piaf. Il y a un biopic sur Charles Aznavour qui sort en fin d'année avec Tahar Rahim. J'ai peur. Surtout que Ouais. Charles Aznavour, c'est vraiment pour moi le plus grand Iconique, artiste ouais. français ever. Donc oui. Avec Gérard Depardieu. Me disait Ryan. Donc j'ai un peu peur du biopic sur Aznavour. Je sais même pas, c'est réalisé par. Alors, quand il y a deux personnes à la réalisation. Oula! Alors, réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Ok. Oui, j'ai vu Grand Corps Malade qui est producteur, j'ai vu. Et réalisateur, apparemment aussi. Ouais. Co-réalisateur. Bon, ils ont réalisé Patient, qui apparemment est un très bon film, donc bon, peut-être. On verra en tout cas, mais voilà, Ouais. je tenais Et à en d'ailleurs, parler. Aznavour, pareil, aux États-Unis, un truc de ouf Ouais, aussi. ouais, bien Donc, sûr, ouais. Donc Aznavour, je l'attends beaucoup pour le coup. C'est. Ouais, ouais. on y J'ai croit. vu le petit teaser là, de la semaine dernière. Bon, on verra. La Môme, en tout cas, c'est recommandé, rien que pour la performance de Marion Cotillard. Pour ceux qui disent que c'est une mauvaise actrice, regardez, Ah, regardez des films. oui, mais ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont vu Dark Knight. Oui, voilà ça. Ta quatrième position au pied du podium, du coup. Et le film, il va être bad frustré, pas d'accord, la team? Ouais. Et d'ailleurs, toi, t'as été bad frustré quand tu as vu le film parce que je balance. Alors, je vais parler de Challengers. Dans Challengers, et vous avez sûrement vu les trailers et tous ceux qui sont sur Twitter ont vu, il y a une scène notamment de plan A3. Notre ami Ryan, ici présent, a été très frustré du fait que le plan A3 n'aille pas à son terme. Je voulais me branler, me disait Théo. Voilà ce que j'allais dire. Je- Ce qu'il a dit. C'est vraiment un chien, putain. Bref, Challengers. Euh, c'est réalisé par Luca Guadagnino. Euh, toujours plus. Il n'y a même plus d'accent, rien. Bref. C'est même pas un accent italien, ça ressemble à rien. Luca Guadagnino, qui a réalisé notamment
un film que Ryan dont est éperdument tombé amoureux, qui s'appelle Skull and Bones, si je me rappelle bien. Non, Bones and All. Bones and All. Skull and Bones, c'est un autre truc, je crois. C'est un jeu vidéo. Euh, Bones and All, excusez-moi. Dont j'avais parlé dans le podcast l'année dernière. Si vous voulez retrouver, vous vous débrouillez. De toute façon, vas-y, on bat les couilles. Euh, Là, je crois que Ryan, il nous en parlera, mais il a été un peu moins séduit. Alors que moi, j'ai bien plus aimé que Bones and All. On y retrouve notamment Zendaya dans le rôle de Tashi Donaldson. On a Mike Faist qui joue Art, Josh O'Connor qui joue Patrick Zweig, Hayley Gates qui joue Helen, Jordan Thompson qui joue Friend of Fan, carrément, il a même pas de nom. Bon, après, on connaît pas le reste du casting, mais de toute façon, le casting qui importe, c'est les 3 acteurs principaux. Et donc, du triangle amoureux, dont tu parlais de triangle amoureux juste avant. Pardon, putain, mais c'est pas possible. Un triangle amoureux, moi je lui fais un triangle. Et moi, c'est un mec, je fais un C'est une private joke, voilà, pour ceux qui l'ont pas, c'est normal. Tashi Duncan, une ancienne prodige du tennis devenue entraîneuse, ne s'embarrasse pas d'excuses pour son jeu sur le court et en dehors. Mariée à un champion en perte de vitesse, la stratégie de Tashi pour la rédemption de son mari prend une tournure surprenante lorsqu'il doit affronter Patrick, son ancien meilleur ami, et l'ex-petit ami de Tashi. Alors que leur passé et leur présent s'entrechoquent et que les tensions sont à leur comble, Tashi doit se demander ce qui lui en coûtera de gagner. Nouveau film de Luca Guadagnino qui est sorti le 24 avril 2024 en France. C'est un film donc, sur le tennis, mais ce n'est qu'un prétexte pour explorer la relation entre ces 3 personnages. J'ai beaucoup aimé l'aspect narratif apporté par Luca Guadagnino et le scénariste Justin Kuritzkes. Bon, moi, je vais écorcher son nom. Non, à peine. Mais, voilà, le film n'est pas linéaire. Il y a plein de retours en arrière, de flashbacks, enfin, je sais pas comment décrire la façon dont est fait ce film sur le plan de la merde du temps, quoi, de la chronologie, voilà. Moi, j'ai adoré les relations entre les personnages. Je découvrais Mike Faist et Josh O'Connor. Josh O'Connor, j'ai adoré. Il a un charisme. Enfin, je sais pas, il a un truc. Il dégage quelque chose. Un peu moins passionné, on va dire, par Mike Faist, même si je l'ai trouvé cool, il fait son taf carrément. Je trouve que les deux ont une super alchimie. Pareil avec Zendaya, qui je trouve joue très bien, mais vu que son personnage est assez désagréable, j'ai peut-être moins accroché. Mais parce que je trouve que son personnage est bien écrit pour les 2 autres personnages, mais pas elle en tant que personnage seul. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, Après, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. L'aspect tennis est important scénaristiquement, mais en soi, on s'en fiche un petit peu quand même. J'ai juste trouvé le match de fin assez long. C'est l'un des points négatifs du film, trop long sur la fin. Même si j'ai bien aimé le petit clin d'œil là sur la balle de tennis voilà, au milieu de la raquette. Bon, c'est sympa, même si c'est très prévisible, c'est cool. La musique, je trouve, rend vraiment bien. C'est une musique un peu électro. Euh, ouais, c'est le scénario, je trouve, qui est fort dans ce film. Les relations entre les personnages, c'est ça qui est le plus intéressant. Voilà, je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce film. Donc voilà, je vais laisser Ryan maintenant dire le contraire. On Non, t'écoute. parce que je trouve que c'est un bon film. Mais, et Ah, puis, Luca Guadagnino est, est un réalisateur que j'adore. Sa photographie est toujours, je sais pas, je pense qu'il a toujours le même directeur de photographie, mais sa photographie est toujours exceptionnelle dans des mm, endroits et des idées complètement différentes. Mais non, c'est un film en fait qui réussit dans son ensemble, mais tu nous plantes des flashbacks pendant tout le film. Le film c'est full flashback, etc. Les flashbacks sont très intéressants, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si tu nous plantes autant de flashbacks, c'est pour arriver à quelque chose. oui, Là, j'en ai pas parlé, c'est vrai. on arrive à rien. Mm, C'est-à-dire qu'on nous raconte quelque chose, mais sans sa fin. On n'a pas de fin, le mm, film n'a pas de fin. ouais. Donc ça sert à... Je suis même allé sur Internet voir les interprétations des gens un peu et tout, mais je sais pas, les gens avaient l'air d'être satisfaits de la fin.
Donc oui, comme j'ai dit, j'ai bien aimé le film, mais comme tu dis, la fin, vraiment la dernière scène, enfin là où le film se termine, bah, il n'y a rien. C'est comme si tu as un film, et en plein milieu, ça se coupe. Aucun contexte. Que dalle, rien. Moi, Donc, moi j'ai beaucoup aimé les flashbacks, je comprends, mais pour moi, ramener des flashbacks, c'est pour donner plus de sens à ce que tu vas faire à la fin. Parce que les flashbacks, ils prennent une partie très importante du film, et ils viennent même pas... Enfin si, ils viennent expliquer ce qui se passe dans le temps présent, on va dire. Mais d'accord, mais ok, mais c'est quoi enfin, à quoi ça mène? mm. Je- Donc pour moi, une fin de film, c'est extrêmement important. Et en fait, j'ai juste l'impression d'avoir regardé un truc, ok, j'ai bien aimé les relations entre les personnages, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je comprends pas pourquoi j'ai regardé ça. Je comprends pas, ça m'a rien apporté parce que j'ai pas de dénouement, j'ai pas de... Je sais pas, C'est je- frustrant, en fait. j'ai l'impression d'avoir regardé un cliffhanger d'une série, mais un mauvais cliffhanger. Bon, voilà. Donc Challengers, je trouve que sur le plan technique, c'est un très bon film, l'acting est très bon, tout est réussi, même ce qui est raconté, j'ai trouvé ça intéressant. Mais je n'ai pas... C'est un film que j'ai aussitôt vu, aussitôt oublié, parce qu'on me donne rien, quoi. On me donne rien pour que je me rappelle du film. Ouais, mais à part la fin, enfin, moi, je trouve ça marquant, tu vois. Aussitôt oublié, même, tu vois, tout ce qui amène à la fin, moi, je trouve que c'est cool. En fait, c'est juste, pour moi, le point noir, c'est juste qu'il n'y a pas de fin. Mais, euh, mais en soi, le film, je trouve qu'il est marquant, tu vois. Après, c'est mon avis. Ouais, je sais pas, tu vois, il y a rien comme ça, il y a des scènes que j'ai bien aimées, machin, qui me reviennent parce que j'ai pas vu le film non plus il y a 3 mois. Mais je pense sincèrement que tu me redemandes dans 3 mois, je me rappellerai du plan A3, quoi. Non mais c'est triste, mais après toute la communication de Challengers a été tournée autour de ce plan A3, qui n'en est même pas un. Donc, On s'est vu avec Ryan. Le premier truc qu'il m'a dit sur Challengers, c'est le plan A3, il se termine pas. C'est genre le truc, quoi. non mais voilà, ils ont joué énormément dessus aussi, hein. Mais Oui. non, voilà, j'ai été frustré par Challengers, disons, plus que je n'ai pas aimé. C'est vrai, j'ai bien aimé le film. Mais ouais, frustré, quoi. C'est pas, pour moi, c'est typiquement ce qui m'énerve au cinéma, c'est-à-dire passer du temps pour... Ok, l'histoire est intéressante, mais pour moi, faut quelque chose. Et c'est même pas... Tu sais, autant t'as des films où ils peuvent se couper de manière abrupte, mais ça peut ça peut donner un intérêt aussi à ce que ça raconte. Comme J'avais... Lewin Davis, par exemple. Comme quoi, t'as dit? Comme Inside Lewin Davis, notamment. Oui, par exemple, j'allais citer un truc, mais je vais pas le faire, parce que j'allais spoiler là. Mais, euh, mais oui, là pour le coup, je vois même pas ce que ça raconte. Bon. Donc ouais, frustré plus que pas aimé, disons, Challengers. Mais ouais, les deux acteurs qui sont autour de Zendaya que je connaissais pas sont très bons. Euh, Mm. j'ai trouvé vraiment très intéressant et je trouvais que le duo marchait très bien. Ma troisième position, un casting exceptionnel, un film culte. À nouveau, j'ai pas mal de films cultes, considérés comme culte, pardon. Brokeback Mountain, Ah, euh, avec un casting assez dingue. Évidemment, les rôles principaux, Jake Gyllenhaal et Heath Ledger. le goût. Et à leur côté, disons, Anna Hathaway et Michelle Williams. Donc quatuor quand même, bon, assez sympathique. Réalisé par Ang Lee. D'ailleurs, il faut que j'aille voir un peu ce qu'il a fait ce monsieur, parce que... alors, Brokeback Mountain, évidemment très connu de nom, etc. J'avais jamais vu ce film. Et j'ai adoré à peu près tout à propos de ce film. Alors, il y a eu pas mal de nominations aux Oscars, que je regarde ça. Il a même remporté 3 Oscars. Meilleure réalisation, meilleur screenplay et meilleure musique qui ont été gagnés. Et nominé pour meilleur film, nominé pour les performances de Heath Ledger, Jake Gyllenhaal et Michelle Williams. Et également nominé pour la photographie. Seule nomination d'ailleurs aux Oscars de la carrière de Jake Gyllenhaal. C'est Euh, normal. ouais, c'est assez fou.
Le film est excellent, ça dure 2h15. Tout est fait de manière extrêmement subtile. Donc évidemment, Brokeback Mountain, c'est l'histoire d'une relation interdite et secrète entre deux cow-boys et leur vie au fil des temps. Et c'est ce que j'ai préféré dans ce film, la gestion du temps, d'un amour aussi d'un amour interdit parce que les deux ont une C'est un peu famille. comme dans Inception, quoi, la gestion du temps, c'est un truc de ouf. Ça... Le mec qui fait des comparaisons qui n'ont rien à voir. Le mec qui a 3 rêves cinématographiques. Ah oui, comme dans Interstellar, je vois bien. Parce qu'à un moment, il y a le temps qui le passe en fait. Ah oui, ok. Non, Brokeback Mountain, je crois que ça se passe sur peut-être 15 ans minimum. Et je pense que c'est ce que j'ai préféré du film, c'est ce côté comment gérer cet amour interdit parce que les deux ont une famille, vont fonder une famille. Et il y a une photographie aussi qui est très pâle, très grisâtre, où on dirait qu'il n'y a pas de travail sur la photographie, mais pour moi, avoir une telle photographie avec de tels décors, je trouve ça absolument somptueux. Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, ça marche incroyablement bien. Heath Ledger est mais monstrueux euh, dans un registre complètement différent que par exemple ce qu'il a fait évidemment dans The Dark Knight. Euh, mais même il change de voix carrément. Il est vraiment habité par le personnage. Tandis que c'est peut-être le moins expressif des deux. Jake Gyllenhaal est plus expressif et va avoir notamment une scène lors d'un repas de famille, pour ne dire que ça, qui est exceptionnelle. Et les deux performances sont pour moi tout aussi folles. Petite préférence pour la perf d'Heath Ledger. Si j'aurais dû donner l'Oscar à l'un des deux, ça aurait été à Heath Ledger. Mais du coup, attends, est-ce que c'était dans la même catégorie ou pas du coup? Est-ce qu'il considère... J'ai même pas vérifié ça. Euh, Meilleure performance... Ah non, voilà. Heath Ledger, c'était en principal et Jake Gyllenhaal en secondaire. Euh, Michelle Williams est fabuleuse, nommée aux Oscars aussi. Anne Hathaway est géniale également. Euh, j'ai rien à dire sur ce film, pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est exceptionnel dans tout ce qu'il raconte, la fin est magnifique. Euh, non, j'ai rien à dire sur Brokeback Mountain, c'est un classique à juste titre. Moi, j'ai Euh, une anecdote. J'ai une anecdote sur le film, alors que je n'ai pas vu, mais qu'il faut que je vois. Je la raconte tout le temps, parce que je suis le fan numéro un de Heath Ledger dans le monde. non. Euh, non, c'est vrai. Voilà, évidemment, un être de lumière, si je puis me permettre. Et donc l'anecdote que je vais raconter, c'est que sur le film, Heath Ledger rencontre notamment Michelle Williams, avec qui ils vont avoir une fille. Euh, et Heath Ledger, après avoir donc fait ce film qui a déchaîné les passions et qui a été nominé aux Oscars et tout ça, enfin comme tu l'as dit, et ben décide de nommer Jake Gyllenhaal comme le parrain de sa fille. Donc voilà, petite anecdote sympathique. Et petite anecdote, Heath Ledger est mort. Et autre anecdote, parce que Brokeback Mountain, c'est en 2005, je crois, et Dark Knight en 2007. Et le jour où ils ont annoncé que le Joker serait Heath Ledger, le nombre de gars qui ont pété les plombs, et ben au final, Imo, la plus grande performance de l'histoire du cinéma dans Dark Knight. Bon, Et pour info, Heath Ledger, il est mort, pour ceux qui ne sauraient pas. ça, on a compris. Il a gagné un Oscar. Oui, en étant mort d'ailleurs. Ouais, putain, terrible. Quelle est ta troisième position? Un film multi-nominé aux Oscars également. Argo, film de Ben Affleck, avec Ben Affleck. Il prend le meilleur film Euh, même, Argo. il prend meilleur film, il prend même meilleur réalisateur, Ben Affleck, je crois. Il est nominé sur, je sais pas s'il gagne. Je vais dire ça. Et il gagne aussi Oscar du meilleur scénario adapté. Et il en remporte 3. Bon, editing aussi. Et aux nominations, Alan Arkin nommé en tant que supporting actor. Second. Puis après, la musique et le son nominés. Alan Arkin, je vais en parler parce que la performance, elle est extraordinaire.
C'est un thriller d'action, ils mettent, mais bon, action, je vois pas trop. Thriller, un peu d'espionnage, presque comme, enfin pas presque d'ailleurs, comédie sur certains moments. Le fait que ce soit une histoire vraie complètement, c'est dingue parce que tu vois le film, tu te dis mais c'est pas possible que ce soit vrai, que ce soit vraiment passé comme ça. Alors bon, ça a forcément été romancé comme tous les films qui sont basés sur des histoires vraies, mais je sais pas la liberté qui a été prise parce que, enfin bref, il y a des trucs de fou. Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l'ambassade américaine de Téhéran et prennent 52 Américains en otage. Au milieu du chaos, 6 Américains réussissent à s'échapper et à se réfugier au domicile de l'ambassadeur canadien. Sachant qu'ils seront inévitablement Ah, bah nickel. On a perdu Théo. infiltration de la CIA. Quoi? Tu m'entends? Ouais, on t'avait perdu 2 secondes. Ah, tu m'as perdu quand? Non, mais vas-y, continue. Sachant qu'ils seront inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste de l'exfiltration de la CIA du nom de Tony Mendes monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Musique d'Alexandre Desplat, d'ailleurs, je vois ça là en même temps, je tenais à préciser. Euh, c'est un film qui part dans tous les sens, qui est what the fuck. Toutes les techniques auxquelles ils pensent et celles qu'ils vont choisir au final pour réussir à les exfiltrer, enfin réussir ou pas d'ailleurs, à les exfiltrer de l'Iran. S'il y a des techniques, tu me dis, mais c'est pas possible qu'ils aient pensé à ça. Genre, les plus grandes instances mondiales, genre, c'est ça auquel ils ont pensé. Et il y a le personnage d'Alan Arkin qui joue, alors attends, là, je l'ai pas, mais qui joue un producteur de cinéma. Mais il est hilarant. Harvey Weinstein? De quoi? Harvey Ah non, il joue. Weinstein? Non, non, il joue. Non, arrête. Il joue pas Harvey Weinstein, non. Il joue un producteur de cinéma, mais je sais pas si lui, il a été créé pour le film ou pas. Mais quoique non, je pense que c'est un vrai père, un vrai mec. Bref, putain, tu m'as déconcentré avec ton Einstein. Non, il est hilarant. Il a pas énormément de dialogue dans le film, mais chaque phrase est drôle. Ben Affleck est vraiment cool. Tous les acteurs, là, les 6 Américains qui sont bloqués en Iran sont vraiment cool. Il y a une tension à la fin du film, le suspense est dingue, là, de toute la scène d'exfiltration. C'est tellement bien réalisé. La musique du coup d'Alexandre Desplat amplifie tout ça. C'est un vrai très très bon film. Il mérite sa nomination au meilleur film. Après, je ne sais pas qui étaient les autres nominés. Donc, bon, je ne sais pas si c'est un vol ou pas, mais je pense pas qu'on puisse qualifier ce film de vol quand il gagne l'Oscar du meilleur film, parce que c'est vraiment un très très bon film. Peut-être pas un chef-d'œuvre non plus, mais un super film. Il y a notamment Bryan Cranston qui joue donc un petit rôle. Euh, voilà, Margot, pas plus à dire. Très très bon film de thriller. Et il y a aussi des passages de réalisation où ils superposent des images d'archives avec des images du film qui sont en fait des reproductions quasiment à l'identique des images d'archives. Et, donc ça c'est très 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 bien fait et du coup ça permet une immersion encore plus importante quoi. Donc voilà. Mais écoute, moi je l'ai pas vu, mais tu rajoutes un M devant le film et j'adore le film. Ouais. Van très private. Ma deuxième position, c'est un film qui est sorti ce mois-ci, un film que j'attendais beaucoup. Mad Max Furiosa, enfin Furiosa, une saga Mad Max. Alors, vous l'avez compris durant ces podcasts, le cinéma d'action m'emmerde au plus haut point. Je trouve ça pas intéressant. Voilà, pas du tout ce que j'aime. Mais s'il y a bien une exception, c'est bien Mad Max. Euh, je trouve le premier Mad Max, alors je sais jamais, je crois que c'est 79, voilà, je viens de vérifier. Génial. Je suis pas fan du 2, alors que pour beaucoup le 2 est le meilleur. Et le 3, je le trouve sympa, alors que pour beaucoup c'est le pire. Fury Road pour moi est un chef-d'œuvre et certainement le plus grand film d'action ever. Donc j'attendais beaucoup Furiosa. Et c'est un très grand film, voilà, il est en deuxième position. C'est un très grand film que j'ai vu 2 fois, 2 jours d'affilée, une en VO, une en VF. D'ailleurs, regardez-le en VO, puisque. Alors, Théo, toi, tu l'as toujours pas vu. Je t'ai dit, ne va pas le voir en VF, va le voir en VO pour une seule raison, parce que la VF est pas mauvaise, hein, c'est pas la question.
mais il faut le voir en VO juste pour la performance de Chris Hemsworth, qui prend son accent australien, là, mais fois 1000, et qui est juste hilarant. Mais tout en gardant le côté je fais flipper, quoi. Ouais. Donc, Furiosa, ça se passe avant, chronologiquement avant Fury Road, puisqu'on revient sur l'histoire de Furiosa, interprétée non pas par Charlize Theron, comme dans Fury Road, mais Anya Taylor-Joy, puisqu'on est sur une Furiosa plus jeune. Chris Hemsworth, quant à lui, interprète Dementus, le méchant de cette saga, enfin de ce film, pardon. Tom Bjork, qui interprète Jack. J'ai adoré Tom Bjork dans ce film. Une pensée pour Nathan Jones, qui joue le fils de Rictus, enfin je sais plus comment s'appelle le méchant là, mais qui lui joue Rictus et Rictus, qui a un rôle un peu plus important. Nathan Jones, pour l'anecdote, qui est un catcheur raté, qui était prévu d'avoir une énorme carrière. Il voulait le faire battre l'Undertaker au plus gros show de l'année à l'époque. Et le gars est reparti, tombé dans l'anonymat, et puis finalement il a une belle carrière de cascadeur dans le cinéma. Et là c'est la première fois, parce que il est déjà dans Fury Road, mais il est vraiment bon, là il parle pas, quoi. Là dans Furiosa il a un rôle un peu plus important. Donc j'étais content de voir Nathan Jones, c'est un peu un running gag entre fans de catch. C'est un grand chauve, non? Ouais, c'est ça. Ouais. À noter aussi dans les histoires un peu what the fuck, Sean Millis, qui va jouer l'un des Warboys, qui est pas du tout un acteur, qui est un chanteur, qui a été repéré par George Miller dans The Voice Australie. Parce qu'il a une gueule géniale, et il est très bon dans le film. Et pour la dernière anecdote, je vais pas retrouver son nom, mais le nain qui est dans le film, qui joue un Warboy, Oui, nain, oui. c'était le mec qui avait fait une polémique là, en faisant Ouais. une vidéo en se faisant passer pour un enfant qui se faisait harceler, alors qu'en vrai c'était juste un nain. Ouais. Cette Ah, anecdote horrible. me foudroie toujours. Donc voilà, pas mal de trucs assez drôles déjà dans le casting de Furiosa. C'est exceptionnel. À nouveau, alors c'est pas aussi bien que Fury Road, parce que c'était compliqué de faire mieux, mais Chris Hemsworth, moi, c'est clairement mon personnage préféré de l'histoire de Mad Max, de tous les Ah films ouais. Mad Max. Euh, il est juste exceptionnel. Chris Hemsworth, c'était un acteur que j'ai toujours bien aimé, mais que j'ai toujours trouvé, bon, ok, il est charismatique, mais ok, propose-moi quelque chose, quoi. Montre-moi qu'il est un vrai bon acteur. Moi, j'ai toujours trouvé drôle, mais pas sur le reste, quoi. Ouais, Mais c'est je ça, trouve c'est... qu'il a un potentiel comédie vraiment fort. Ouais, mais tu dis, montre-nous que t'es un bon acteur aussi, montre-nous, tu vois, parce qu'on l'avait jamais vu dans un truc un peu où on va lui Ouais. demander du vrai acting, etc. Et là, il est juste démentiel. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui le trouvaient un peu dans le surjeu, etc. Pour moi, c'est qu'il est en roue libre totale, et c'est ce qui fait la force de sa performance. Pour moi, il mérite complètement d'être nommé aux Oscars. Peut-être pas l'Oscar, mais au moins une nomination, parce que je le trouve exceptionnel. Le duo Anya Taylor-Joy et Tom Bjork, eux, vont pas aller chercher une nomination aux Oscars, parce que c'est un rôle, pour le coup, beaucoup plus minimaliste, où on parle beaucoup moins, où ça se joue beaucoup dans les regards, mais c'est génial. Ce que je trouve très fort avec Furiosa, c'est que George Miller a réussi pour la première fois à nous donner autre chose que de l'action pure de Mad Max. Là, il y a un vrai travail psychologique, parce qu'on va suivre le personnage de Furiosa, pas uniquement dans sa vingtaine, mais de ses 6 ans à sa vingtaine. Et je trouve que c'est la force du film, et ce qui le rend unique dans la saga Mad Max, c'est que on a un vrai travail psychologique, ce qui n'avait jamais été fait dans Mad Max, qui était des films quasiment uniquement d'action, quoi. Enfin, même d'ailleurs, ouais, dans tous, étaient des films que d'action. Là, il n'y a pas que de l'action dans Furiosa. Et c'est ça que je trouve formidable. Une mention pour Alila Brown, qui joue donc la jeune Furiosa, qui est juste exceptionnelle. Et voilà, c'est un très grand film, encore une fois. J'ai pas grand chose à dire, je suis impatient de voir le prochain Mad Max. Pour moi, on est dans la juste lignée de ce qu'a fait Fury Road. J'ai pris un pied fou, quoi, et Chris Hemsworth est juste monumental, un charisme. La photographie, évidemment, que dire de la photographie de Furiosa. La réalisation est exceptionnelle.
C'est un pied monumental ce film. C'est juste, voilà, je veux rien entendre. C'est les plus grands films d'action. C'est, voilà, Fury Road et Furiosa, l'enchaînement, il est mais monumental. Donc, s'ils nous pond un troisième film de la saga, là, qui est au même niveau, enfin, bah, c'est plus possible. Au bout d'un moment, c'est n'importe quoi Le d'être à un tel niveau. problème, le problème, c'est qu'ils sont en train de flopper, quoi, au Au cinéma, box-office. ouais, apparemment. Je sais pas pourquoi. Bah, parce que les gens, ils vont plus au cinéma hein, pour voir les blockbusters. Donc, ouais, c'est dommage. Mais Ouais, mais ouais, je sais pas. tu vois tous les films à haut budget, à part ceux qui se basent sur des réussites passées, genre bah, Avatar, tu vois, qui se basait sur le 1. Mais sinon, tous les gros films à haut budget, ils se rentabilisent jamais Bah maintenant. là, pour le coup, Fury Road, c'est un vrai succès. Oui, mais 2014, là, je parle vraiment sur les 2-3 enfin, depuis le Covid, quoi, on va dire. Oui. Il y a très peu de gros budgets qui se rentabilisent, quoi. T'as Oppenheimer, mais bon, c'est différent parce que c'est Nolan. Je sais pas. Mais, euh, mais ouais, donc là, ils sont en train de flopper. J'espère que. Moi, j'ai pas vu le 2 mais. Enfin, le 2. J'ai pas vu Furiosa. Euh, Mais oui, je suis sûr que je vais aimer parce que c'est le genre de cinéma que j'aime. Donc oui, j'aimerais qu'il y en ait un troisième, quoi, une suite, on va dire. Mais ouais, je sais pas s'il voudra s'obstiner ou pas. Ce serait bien. Moi, ça me rend. Enfin, de voir que ça bide au box-office, c'est vraiment un truc qui me rend furieux, ça, quoi. Elle était préparée un peu. Non, non, c'est de l'impro, là. C'est de l'impro Là, parce tout de que. suite, là, genre, tu n'y as pas pensé il y a 30-40 secondes déjà? Ah, si, ok, oui. Non, Oui. parce qu'après, Tu l'avais pris, j'écris mes t'as vannes. prévu de la faire, mais récemment. Oui, voilà, j'écris mes vannes, moi, après, mais c'est. Ah oui, ok. Ta deuxième position, Théo. Putain, j'ai réussi à dire le Euh, prénom. Bien joué, mec. Moi, on va partir sur du cinéma muet. Alors, le film n'est pas muet. Je vais parler du biopic, parce qu'on parlait de biopic, sur Chaplin, avec Robert Downey Jr., qui joue ce bon vieux Chaplin. On a Anthony Hopkins, qui a un rôle assez mineur. On a la vraie femme de... Non, la femme ou la fille, je sais pas, de Chaplin, qui joue dans le film. Ensuite, on a Kevin Kline, Mila Jovovich, Marisa Tomei, notamment. Mais le personnage de Chaplin qui va dicter toute l'histoire, c'est réalisé par Richard Attenborough. Euh, Il y a Robert Downey Jr. qui a été nominé à l'Oscar du meilleur acteur. Mais cette année-là, il y a Al Pacino qui est aussi nominé pour Le Temps d'un week-end et qui gagne l'Oscar. Donc voilà, malheureusement, la concurrence était trop forte pour Robert, mais il s'est rattrapé il y a quelques mois. Ils ont été nominés aussi pour l'Oscar des meilleurs décors, de la meilleure musique, et peut-être d'autres que j'oublie. C'est basé donc sur même la biographie de Chaplin. Je connaissais évidemment Chaplin comme tout le monde. Bah, pour Les son temps passé d'allemand, voilà ce qu'il a fait durant la guerre Non, non, 39-45. c'est un film justement ça, de Chaplin. Ah, pardon. Non, mais je connaissais bah, justement voilà, ce film-là de Chaplin où il joue Adolf Hitler. Bon, je l'avais jamais vu, mais je connaissais. Pareil pour les temps modernes. Mais donc, je connaissais pas plus que ça. Et le début du film, on commence doucement dans la vie du Charlot. Pourquoi tu Euh, l'insultes? non, c'est vraiment son nom quoi, de scène en fait. Euh, Robert Downey Jr. est extraordinaire. Gestuellement, c'est absolument dingue. Il a pas de chance qu'il y ait Al Pacino la même année dans Le Temps d'un week-end enfin, qui a un niveau beaucoup trop haut, quoi. Parce que vraiment, la perf de Robert Downey Jr., moi, elle est plus forte, cette performance, que celle-là dans Oppenheimer. Alors pourtant, dans Oppenheimer, je le trouve extraordinaire. Mais là, le niveau, quand il joue Chaplin, c'est fou. Et plus le film avance, plus c'est pertinent, plus c'est bien, plus on en apprend sur ce personnage qui a voué sa vie en fait à faire rire les gens, alors que c'est un peu un clown triste comme on dit. Il avait une vie pas particulièrement joyeuse. Euh, c'est c'est une vie
pleine d'inspiration. Euh, D'ailleurs, il y a tellement de références dans son cinéma à Chaplin enfin, qui inspire tous les films d'aujourd'hui, en fait, on s'en rend compte après. C'est peut-être l'un des hommes les plus importants, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr, l'un des hommes les plus importants de l'histoire du cinéma. Euh, il, Dans le film, je sais pas si dans la vraie vie c'était comme ça, mais je pense que si, il a une vraie conscience politique et il sait la puissance qu'il a mondialement avec ses films et l'impact qu'il peut avoir. Et il veut, enfin, il sent qu'il a une responsabilité. Et c'est pour ça qu'il fait ce film là où il joue Adolf Hitler. Et tout ce qui tourne autour du film, la réalisation de ce film et tout ça là dans le film justement sur Chaplin est tellement intéressant. C'est l'un de mes passages préférés. Et, euh, et franchement, ouais, c'est génialissime. J'ai appris à connaître euh, Charlie Chaplin, j'ai été admiratif. À la fin, j'avais limite enfin pas les larmes aux yeux, mais j'étais ému, quoi. Parce que vraiment, c'est tout un pan de l'histoire. T'avais pas les larmes aux yeux, mais. T'avais pas les larmes aux yeux, mais est-ce que t'avais la crotte au cul? Mais pourquoi? S'il n'y avait pas de vanne? C'est juste larmes aux yeux, crotte au cul. Mais tu sais que tu peux t'abstenir des fois, c'est pas obligé de faire une vanne. Pardon. Bah, bref, on parlait de biopic réussis. Ça fait beaucoup de biopics que je vois récemment qui sont vraiment très réussis. Avec le film sur Johnny Cash, là le film sur Chaplin, j'en ai vu un autre que bah, j'ai oublié. Alors ça contredit mon propos, mais que j'ai vu récemment qui était très bien aussi. Et là un biopic sur Chaplin qui est magnifique. Donc je conseille tous les passionnés de cinéma de regarder ce film. Et voilà, tout simplement. C'est vrai que ça dure 2h23, donc c'est assez conséquent, mais ça passe assez vite. Bah, Et le, donc, le ouais. seul défaut pour moi, c'est que c'est un biopic et il n'y a pas de prestation musicale de Chaplin, quoi. C'est ça qui est un peu. Non mais un biopic ça veut pas forcément dire... Ok. C'est comme, tu sais, les gens qui disent VO, qui pensent que c'est la version anglaise. Moi, ces gens-là, j'ai envie de les frapper, je crois. Je me fais rire tout seul hein, depuis tout à l'heure. Oui, bon, c'est Euh, l'important. alors, ma première position, c'est un film qui est considéré comme un. Après, on peut passer, parce que, enfin, moi, je m'en bats les couilles. Après, Ah, que les gens, ça les intéresse, mais moi, ouais, je vais quand on même peut passer, faire. Et on peut passer ma puis. première place directe. Je vais quand même faire. Et puis au pire, vous skippez. Puis vous me dites dans les commentaires. Ok, vas-y, Et toi, c'est tu comme vas ça. pas pouvoir skipper, par contre. Ouais, bah oui, du coup, je suis obligé. La première position, Paris, Texas, un film assez culte de Wim Wenders. Alors, je m'intéresse enfin à ce qu'a fait Wim Wenders. Alors, Wim Wenders, j'ai adoré Perfect Days qu'il a sorti l'année dernière, mais que j'ai revu d'ailleurs récemment et qui est juste un incroyable film. Euh, Sauf que Wim Wenders, c'était un peu, enfin, Perfect Days, c'était un peu le retour du vrai Wim Wenders entre guillemets, qui a réalisé beaucoup de films, mais aussi beaucoup de daubes, des films d'horreur un peu gaze. Il y a eu un gros passage à vide dans sa carrière. Parce que bah, à la base, c'est Les Ailes du Désir ou Paris, Texas. Et je suis tombé amoureux de ce film. Travis Henderson, un vagabond sans but, disparu depuis 4 ans, sort du désert et doit se reconnecter avec la société lui-même, sa vie et sa famille. C'est devenu l'un de mes films cultes. Euh, c'est absolument grandiose dans tout ce qui est fait. C'est grandiose dans la photographie, dans les décors, dans l'ambiance, dans les performances. Harry Dean Stanton, donc, qui joue le personnage de Travis, est juste exceptionnel. Dean Stockwell, qui joue son frère, est grandiose. C'est magnifiquement réalisé. Et en fait, le film commence avec cet homme qui est un vagabond, qui parle pas, et on comprend pas trop pourquoi il est là, comment, machin. Et on va avoir la réponse qu'au bout peut-être d'1h30 de film. Mais quand la réponse arrive, je vous jure, j'ai pris une claque, mais monumentale. La scène, je l'ai revue 3-4 fois Mais ça t'a depuis. pas fait mal?
Non, non, mais c'était une image en fait pour dire que j'ai vraiment adoré. Ah, ok. La scène, je l'ai revue 3 4 fois depuis. C'est juste un film beau sur et qui traite de tout, qui traite de l'amour et que ce soit d'une relation, d'un père et d'un fils, d'un amour familial, de ce qu'est aussi la paternité plus que la paternité, le fait d'être parent, disons, qui traite aussi La de la... parentalité. Voilà, merci Théo. C'est exactement le mot que je cherchais. Bravo à Théo. On peut tous lui dire merci. Vraiment un grand, grand merci à Théo. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Attendez, non, mais là, je vais rougir. Euh, non, voilà. C'est un chef-d'œuvre absolu, Paris, Texas. Euh, non, j'ai pas grand-chose à dire. Sur IMDb, j'ai mis 9 sur 10. C'est pas loin du 10 sur 10 pour moi. Enfin, vraiment, j'ai pris une vraie claque. Et ça rentre dans mes films cultes. C'est des films aussi où tu le finis, tu réfléchis, et encore là, en reparlant, j'y réfléchis encore, c'est un film qui te fait gamberger, si tu me permets l'expression. Oui, Euh, vas-y. Bah, ça te fait gamberger. Faut le dire avec cette voix, par contre, hein, c'est ça qui est chiant. En fait, je voulais... il y a une phrase que je trouve juste exceptionnelle, mais en fait, ça va spoiler le film, je pense. Donc je ne vais... Ta Je vais gueule. donc je vais m'abstenir, mais c'est au moment justement de cette scène, de l'explication de... enfin, en tout cas, on comprend pourquoi il est parti pendant toutes ces années. Et je trouve l'explication, cette phrase, exceptionnelle. Merci Wim Wenders, parce que Perfect Days m'avait touché, mais pour moi a des lacunes, notamment dans le rythme. Paris Texas, c'est la perfection. C'est un Perfect Days plus poussé. Et non, c'est un film, mais vraiment, mon Dieu. Bon, je m'en remettrai jamais de ce truc, je pense. Un chef-d'œuvre absolu. Et donc, c'est rare que ma première place soit aussi. C'est vrai qu'aussi, j'essaye de. Quand je vois des films un peu connus, j'en parle moins dans le podcast parce que je trouve ça moins intéressant. Là, par exemple, j'en parlais tout à l'heure de Big Lebowski, j'ai pas voulu en parler, j'ai préféré parler d'un autre film des frères Cohen. Là, en l'occurrence, c'est vraiment devenu l'un de mes films cultes, Paris, Texas. Donc, je tenais à en parler. Et t'as bien raison. Merci. Quelle est ta première place à toi, mon petit Théo? Tout à fait. Je vais parler de La 25e heure qui est sortie en 2002, donc une année magnifique dans l'histoire du monde, peut-être la plus grande année de l'histoire. Je suis d'accord avec ça. La 25e heure réalisée par Spike Lee, qui est une adaptation de 24 heures avant la nuit, Et il a qui est un rajouté une heure roman. ou quoi, le frérot? Ferme ta gueule. Qui est un roman de, de David Binoff, qui est le créateur de Game of Thrones. Enfin, voilà, il y a beaucoup de recoupements à faire. Euh, Alors, je vais raconter le synopsis. Dernière soirée de fête en toute liberté pour Monty, qui fut autrefois le roi de Manhattan, ou plutôt le roi du trafic de drogue. Adieu donc à une vie de plaisir qu'il avait aussi coupée de ses proches. Il est maintenant temps de franchir les portes du pénitencier d'Otisville pour une durée de 7 ans. C'est son oncle mafieux russe, Nikolai, qui organise pour l'occasion de sa dernière soirée dans une boîte de nuit. Monty Brogan est joué par Edward Norton, l'un des plus grands acteurs de sa génération, acteur très sous-coté, même si il est très connu, mais je veux dire en termes d'acting, il est sous-coté, je trouve. Philip Seymour Hoffman, on pense à lui, qui est extraordinaire aussi. Tu sais qu'il a un point Brian commun Cox, avec Heath Ledger. oui, mais j'ai pas envie de savoir lequel. Le running gang est horrible. Il y a le GOAT Brian Cox, qui joue le père d'Edward Norton, donc déjà juste le duo, c'est obligé que ça marche. Rosario Dawson qui joue la femme d'Edward Norton, on a Anna Paquin, Isaiah Whitelock Jr., Barry Pepper, voilà pour le casting principal. C'est un film extraordinaire en termes de relations de personnages. J'ai rarement vu aussi bien fait, aussi bien écrit. Le personnage d'Edward Norton, il y a énormément de similarités avec son personnage dans American Historics. Alors, son personnage d'American Historics après son retour de prison, hein, je précise. Euh,
Et il est tellement touchant. Il a l'un des monologues les plus marquants de l'histoire du cinéma. J'avais notamment mis dans ma liste pour ça, parce que j'ai vu un mec qui en parlait, qui disait putain, il y a un monologue d'Edward Norton qui est fou. Et donc, je savais pas à quel moment du film ou quoi ça intervenait. Et J'espère que c'est pas à la 25e heure. dès le début du monologue, je me suis dit, ah ok, c'est ça, c'est sûr. Et le monologue est vraiment long, quoi. Il dure vraiment bien 3-4 minutes, mais non-stop. Donc déjà, la perte d'Edward Norton, folle. Le monologue est fou, c'est extraordinaire. Brian Cox a le droit à son monologue aussi vers la fin du film, enfin à la fin du film, qui est sensationnel, qui est tellement, tellement touchant. L'une des scènes les plus touchantes que j'ai vues. Le jeu de réalisation sur la dernière scène est folle. C'est une fin ouverte, chacun peut se faire son interprétation. Et ça, c'est un peu un truc. Il y a beaucoup de gens qui sont fans, moi pas trop. Et là, pour le coup, je trouve que ça marche vraiment bien. Euh, Toute la scène dans la boîte, dans la boîte de nuit, parce que tout le film ne se passe pas dans la boîte de nuit. Toute la scène dans la boîte de nuit est génialissime. Philippe Seymour Hoffman qui joue un professeur euh, amoureux de son élève, sauf qu'elle est mineure, donc il peut pas être amoureux. Enfin, c'est très drôle et très touchant et tellement bien joué. Philippe Seymour Hoffman aussi. Enfin, en fait, le casting déjà en termes d'acting est fou. Il y a Edward Norton, Philippe Seymour Hoffman et Barry Pepper qui jouent trois meilleurs amis. Très différents, vraiment à l'opposé les uns des autres, mais en même temps qui sont. La relation entre les trois est folle. C'est l'un des films, ouais, comme j'ai dit au début, en termes de relation de personnages, les plus réussis et les plus touchants que j'ai vus. Ouais, la fin, j'étais très très ému, vraiment. C'est une maestria scénaristique assez folle. La réalisation est géniale, mais c'est surtout le scénario et les acteurs que je vais retenir. Edward Norton, je, je suis amoureux de ce gars. Vraiment, c'est entre American Historics et la 25e heure, parce que bon, tout le monde parle de Fight Club, mais Edward Norton dans American Historics, c'est dans 25e heure, c'est 10 fois au-dessus et tellement touchant. Enfin, ouais, Edward Norton amoureux complet. Et puis ouais, le reste du casting est génialissime. Enfin, vraiment, ça va être comme tu disais, toi, là, c'est l'un de tes films cultes. La 25e heure, moi, ça va rentrer aussi dans le classement de mes films cultes parce que c'est ouais, génialissime, tout simplement. Moi, faut que je le vois malgré sa durée. C'est vrai que 25 heures, ça peut rebuter. Oui, au premier abord, je peux comprendre. Et tu l'as Mais regardé d'une traite franchement, du coup ou- ouais, en vrai, franchement, ça se fait, quoi. C'est un vol jusqu'en Australie, en vrai. Ok, ok. Sans escale. Mais ouais, écoute, je vais prendre 2 3 jours de vacances pour regarder le film, mais merci de la recommandation en tout En cas. vrai, ça se fait. La 18e heure est un peu longue, mais les 3-4 dernières heures sont. Waouh. T'imagines, c'était ça le cinéma. Bah, James Cameron, il veut, hein. Bah écoutez, voilà en tout cas pour ce podcast du mois de mai, qu'on a sorti quand même un peu tard hein, sur le mois de juin. Ah ouais, bah, il est bâtard, là, le timing. Vous êtes pas d'accord, la team? C'est long, hein. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau podcast où on parlera de ce qu'on a vu au mois de juin. Moi j'ai déjà un film que j'ai adoré. Ça s'appelle La Grande Vadrouille 2. C'est le mec qui invente. Euh, on se Ouais, c'est retrouve. la 26e heure, le film dont je parlerai. Non, faut passer à autre chose. On parle du Ah, ok, mois. pardon. Ouais. Faut- Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous écouter aussi sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, peu importe ce que vous utilisez. Moi, franchement, je m'en bats les couilles. Euh, YouTube. ou YouTube, évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bye tout le monde.